Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour ma petite voix abîmée, je suis en rémission. C'est ça, j'ai une petite fatigue vocale qui persiste, donc vous m'excuserez pour la qualité de ma voix. Dans cette petite introduction d'épisode, c'est la première fois que je fais ça parce que aujourd'hui, j'ai pour vous un épisode qui est plus intense, plus chargé émotionnellement parlant. C'est un épisode qui est long, on parle d'1h45, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je vous invite à peut-être considérer à l'écouter en deux parties. Je me suis questionnée, moi, à savoir si je faisais pas deux parties, mais finalement, je trouve que ça s'écoute vraiment mieux tout du long d'une seule shot, comme on dit en bon français. Mais sachez qu'à tout moment, si vous trouvez que c'est trop intense, si vous trouvez que vraiment vous avez besoin d'une petite pause, peut-être même d'écouter un autre podcast et d'y revenir plus tard, sentez-vous bien à l'aise. C'est un épisode qui est effectivement, donc, comme je le disais, plus long, mais de par le sujet, de par mon invité, je savais que ça serait un épisode vraiment un peu plus long en termes de durée, mais tout aussi intéressant, vous allez voir. Donc, dans cet épisode, on a abordé, avec mon invité, les sujets tabous. Et j'ai fait des traumavertissements, des trigger warnings durant l'enregistrement, mais je tenais à en refaire un très général pour vraiment couvrir tout ce qui a été abordé. Parce que, moi, je réécoute les épisodes là, avant de les partager. Et je me suis pris des petites notes. J'ai noté d'autres sujets plus délicats que je n'avais pas mentionnés initialement dans l'enregistrement. Donc, je vais faire un espèce de gros traumavertissement qui inclut vraiment l'ensemble de ce qui a été abordé. On va donc parler dans cet épisode d'agression sexuelle, de violence conjugale chez les hommes, d'abus familial. On aborde les idées suicidaires, la violence psychologique, le viol conjugal et indirectement, on a parlé rapidement également des abus sexuels chez les enfants. Donc, c'est ça, vous le voyez bien ou vous l'entendez bien, c'est des sujets qui ne sont pas roses, qui ne sont pas légers. C'est pour ça que je prends le temps de vous avertir. Si vous préférez écouter ça peut-être un autre moment, si c'est pas la bonne journée, sentez-vous bien à l'aise. Et bien, forcément, c'est vraiment un épisode plus long, plus nuancé, plus en profondeur. Donc, peut-être que c'est pas votre genre nécessairement, puis que vous préférez vraiment les trucs plus légers. Je le mentionne parce qu'il n'y a vraiment aucun problème. Moi, c'est quelque chose que je voulais apporter à cette saison-ci de nuances, des épisodes avec des professionnels de la santé. Et de par leur expertise, forcément, on creuse vraiment plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'était le petit mot d'introduction. Je vous souhaite une belle écoute. Et puis, c'est ça. Priorisez votre santé mentale là-dedans. Hein? Peut-être que vous allez vouloir écouter ça en plusieurs fois, on va dire. Mais dans tous les cas, j'espère que vous allez apprécier plutôt cet épisode qui m'est cher. Je vais dire ça comme ça. C'est un sujet, c'est ça. Les sujets tabous, c'est ça. C'est tabou, hein? Ça le dit dans le titre. Donc, voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bon épisode, tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuances. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dr Véro Psy. Ça va bien? Ça va très bien, je suis très contente que tu m'aies invitée, merci beaucoup. Moi aussi, je suis bien contente de t'avoir. C'est comme là, c'est vrai qu'on se rencontre, hein? On a comme eu une rencontre manquée finalement. On se rencontre aujourd'hui, enfin, j'avais tellement hâte. Véro, t'es psychologue, docteur en psychologie clinique, mais pas que. Pas que. Je suis encore retournée voir ton site là, parce que je voulais être certaine de pouvoir mentionner toute ta polyvalence, mais tu es formatrice, autrice, conférencière, entrepreneuse et vulgarisatrice scientifique. Ça, c'est les gros titres, mais j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, nous parler de toi, de ton parcours. Yes. Puis c'est ça, je te laisse aller dans la présentation de tout ça. Parfait. Fait qu'on fait un épisode juste sur ça. Oui, c'est ça. 1 heure plus tard, on est encore là à jaser. Mon CV, page 28. Oui, c'est ça. Non, mais je suis une même. Je suis une fille qui a besoin, pour être stimulée, de faire plein de choses. Je suis même allée sur le tard à l'école pour me former pour devenir psychologue. Tu sais, on en a discuté ensemble. Je vais trancher ça en 2 grandes catégories. Dans le fond, comme psychologue, je me suis spécialisée d'une part dans les traumatismes et les troubles de la personnalité. Okay. Depuis toute petite, je lisais des cas vécus, j'écoutais des émissions un peu qu'on appellerait true crime aujourd'hui, c'est-à-dire des mauvais traitements, abandon, abus, meurtres, etc. Ça me fascinait. Je ne comprenais pas pourquoi
comment une personne pouvait faire du mal à une autre personne. Fait que ça a été une première spécialisation. Au début, même, je voulais travailler avec les gens criminalisés, donc ceux qui commettent les abus. Puis en cours de route, quand on m'a proposé des internats, des stages, j'ai choqué. J'ai eu peur. J'ai dit, OK, non, je vais aider les personnes qui ont été victimes de ces personnes-là. Et là, tranquillement, pas vite, c'est rajouté le trouble stress post-traumatique et un peu inévitablement, quand on a vécu des abus, des traumas, bien, les troubles de personnalité, on est à risque d'en développer. Fait que c'est devenu mon premier dada. Mon deuxième dada, ma deuxième spécialisation, c'est dans les troubles neurodéveloppementaux. Okay. C'est un peu un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'il y a une prof qui est venue me chercher qui a dit « Toi, je pense que ça va vraiment cliquer avec les personnes autistes. » Là, j'ai fait comme « Mais comment ça? » Je connaissais rien aux personnes autistes. Mais encore? Ouais, c'est ça. Sinon, d'avoir peut-être vu le film Rain Man, puis c'est tellement un portrait éloigné de tout le spectre de l'autisme. Fait que je suis toujours curieuse. Fait que j'ai fait OK, mais comme OK. T'sais, fait que là, je me suis formée en autisme. J'ai découvert ce que c'est. J'étais allée approfondir ça. Et là, j'ai rajouté à ça le TDAH, la douance. J'ai appris en cours de route que beaucoup de mes proches avaient le TSA ou le TDAH ou la douance, dont moi-même. J'étais une twice. Fait que j'ai ces deux spécialisations-là. Puis, au début, outre faire des recherches puis faire un doctorat, j'ai fondé une clinique que je recevais des patients dans ces deux différentes sphères-là. Et j'avais plusieurs personnes qui travaillaient dans la clinique. Puis, à un moment donné, je suis tombée en burn-out. Et je travaillais trop. Là, j'avais un doctorat, j'écrivais, j'avais plein de patients avec des vies très, très difficiles, je vais dire comme ça. Et ça m'a toute remise en question. J'ai été obligée d'arrêter de travailler pendant quelques mois. Puis je me suis dit, là, Houston, on a un problème. Je veux aider plus de monde, mais je veux travailler moins. Comment je vais faire? Faut comme revoir les choses dans ce temps-là, effectivement. C'est ça que j'ai fait. Fait que là, j'ai réfléchi. Et c'est là que je suis arrivée avec l'idée de fonder une plateforme en ligne. Tout ce que je faisais, parce que moi, dans ma spécialisation TP puis trauma, je suis spécialisée dans la schémothérapie. Et je me suis dit, il y a plein de choses que je répète à tous mes patients, que je remonte, entre autres, là, les concepts, les besoins affectifs, les modes, les schémas, des concepts de la vie par rapport aux relations, à l'attachement, etc. Comment je peux faire pour rendre ça disponible sans que moi, j'aie besoin de le dire? Ah, c'est ça. Puis que le patient aille chercher tout ce qu'il a de besoin, puis ensuite, on viendra l'aider à peaufiner, puis à faire des prises de conscience, puis à mettre en application des stratégies dans sa vie. Puis là, j'ai travaillé pendant environ 1 an et demi à écrire un programme qui s'appelle La thérapie évolution sur ma plateforme, si-tu-savais.com, sur laquelle j'ai aussi plusieurs ateliers, services, programmes. Fait que j'ai tout rendu disponible en ligne. Puis aujourd'hui, grâce à ça, dans le fond, mon programme, maintenant, il est accepté et couvert entièrement par IVAC. Ah, c'est le fun, là. Je suis tellement fière de ça. Je pense que c'est une des plus grandes fiertés de ma vie, d'aider les gens qui sont victimes d'actes criminels, de violence, dans le fond. Bien, ça vaut la peine de peut-être préciser, justement, ce qu'est l'IVAC, parce que c'est pas tout le monde, justement, qui, de un, savent c'est quoi, ou de deux, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui pourraient en bénéficier aussi. Là. Puis ça va être en lien avec Veux pas la thématique d'aujourd'hui. Mais si tu veux parler de l'IVAC, on peut en parler tout de suite. Oui, j'aimerais ça. Vas-y. OK, donc IVAC, c'est Indemnisation victime d'actes criminels. C'est un département de notre gouvernement. Donc, c'est un organisme gouvernemental qui vise à aider financièrement avec des indemnités les personnes victimes d'actes criminels. On a tendance à penser victime d'actes criminels, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait eu un procès et qu'on ait dénoncé notre agresseur. Une plainte, qu'on l'ait dit, qu'on ait été reconnu comme officiellement une victime pour avoir de l'aide. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'IVAC. Si tu as été victime de violences psychologiques, physiques, sexuelle ou toute autre forme de violence, quand tu fais ta demande auprès d'IVAC pour être reconnu, on va te demander de raconter l'histoire. Tu n'es même pas obligé de nommer ton agresseur. Okay? Fait que c'est vraiment un organisme qui vise à dire, ces personnes-là, c'est une grande injustice qu'elles ont vécue. Comment on peut faire pour les indemniser et qu'elles aient, là, ça dépend de chaque victime, les montants des prestations quand on ne peut pas travailler à cause des abus et des services. Et dans les services, il y a bien sûr les services de psychologue qui acceptent l'IVAC. Donc, moi, je suis une psychologue fournisseur de l'IVAC. Mais en fait, mon entreprise et mon programme au complet, ça a été long à faire à prouver. J'en doute pas. Mais maintenant, c'est accepté. Puis là, les gens peuvent faire une demande auprès d'IVAC, puis ensuite venir dans mon programme et travailler à guérir leurs blessures, finalement. C'est super. Fait que tu auras réussi, finalement, à toucher quand même beaucoup de gens en
toi, tu sais, je veux dire, à la base, je veux dire, c'est toi, c'est ton programme, mais tu réussis finalement, c'est ça, à pouvoir toucher plein de gens sans que tu doives répéter, tu sais, c'est ça. Puis c'est le fun parce que quand on a discuté, parce qu'il faut dire qu'on a eu une première rencontre Zoom pour apprendre à se connaître, clarifier un peu, c'est ça, à quoi allait ressembler notre collaboration aujourd'hui. Tu sais, on en avait jasé. Moi, je connaissais pas le programme. Puis je pense qu'effectivement, peut-être que beaucoup de gens voient ça gros en se disant justement, là, probablement que je vais devoir dénoncer ou faire une plainte ou ci ou ça, comme si, tu sais. C'est comme une grosse montagne. Fait que c'est le fun de savoir que ça existe puis que ton programme, tu sais, puisse être, c'est ça, remboursé. C'est vraiment le fun. Puis je le mentionne là, je vais le répéter à plein de reprises, mais en barre de description là, sur YouTube, je vais laisser là, toutes les ressources, entre autres aussi ton site, juste parce que, c'est ça, on aborde aujourd'hui les sujets tabous. Hein? Oui. Je l'ai répété à plusieurs reprises dans certains épisodes. Des fois, j'ai reçu des publications où clairement, je savais que j'étais pas la plus outillée ou du moins, je me voyais pas lire ça avec une amie ou je prends un exemple d'un humoriste de la relève, mettons. Tu sais, je me disais, ça prend quelqu'un de formé professionnellement. C'est ça, que ce soit sexologue ou, tu sais, comme aujourd'hui, psychologue. Fait qu'on va aborder aujourd'hui les sujets tabous. Ça va être plus chargé émotionnellement peut-être que d'autres épisodes que j'ai eus. Fait qu'on est ailleurs. Tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui écoutent Nuance pour les trucs un peu fucked up de Reddit, puis genre très divertissant, drôle, léger. Donc ça sera, moi, c'est ça. Ben oui, donc toi. Moi, j'aime ça aussi, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de, c'est ça, plus profond, plus... J'allais pas dire plus nuancé, mais c'est ça, quelque chose de plus sérieux, on va dire. Plus troublé. Oui, plus troublé, mais je trouve ça important parce que, tu sais, à la base, le Reddit, je veux dire, il y a de tout. Il y a beaucoup de gens qui partagent leur trauma, puis tu sais, à la base, moi, c'est ça, j'ai quelqu'un qui m'a écrit. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai été, à la fois perturbée, justement touchée par la confiance qu'on me donnait, mais je savais en lisant ça que je pouvais pas, à moi seule, tu sais, en discuter. Fait que, tout ça pour dire, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Je suis bien excitée, puis je vais faire un petit trauma-avertissement, trigger warning. On va parler aujourd'hui d'agression sexuelle. On va parler d'hommes victimes de violences conjugales, peut-être d'abus familial si on a le temps à suivre. Mais c'est ça, on est dans des sujets plus tabous. Je sais quand on discutait, d'ailleurs, je pense que c'est toi qui avais suggéré qu'on parle de violences conjugales chez les hommes parce qu'effectivement, on le sait que ça existe, mais je pense que tout ce qui est témoignage, expérience, ça, c'est moins populaire, j'ai envie de dire, malheureusement. Ouais. Puis je pense que ça vaut la peine, tu sais, d'être discuté. Surtout dans notre, comment je dirais, dans notre société en ce moment où c'est très, c'est ça, très là, à propos. C'est très à propos, oui, parce que, tu sais, moi, je peux faire un lien avec le féminisme, tu sais, c'est très complexe des fois, les enjeux, mais tout est lié. Puis je pense sincèrement que dans certaines de mes, on va dire, positions, ou en tout cas de mon point de vue de ce qu'est le féminisme pour moi, là-dedans, on veut aussi que les hommes aient une bonne santé mentale. On veut qu'ils se défassent un peu, tu sais, du rôle, entre guillemets, là, de l'homme, comme quoi on parle pas de nos émotions, on est fort, on est fort. si... Ouais, tu sais, on en reparlera dans pas longtemps, mais tu sais, tout ça pour dire que je trouve ça important de parler de violences conjugales chez les hommes. C'est sûr qu'on n'est pas des hommes, toi et moi, fait qu'on n'est peut-être pas les mieux placés, on va dire, pour en parler, mais en même temps, on n'a pas besoin d'avoir forcément quelqu'un qui vient partager finalement son histoire. J'en ai là, devant moi que je vais pouvoir lire. Oui, puis je me permets d'ajouter 2 choses sur ce que tu viens de dire. La première, c'est que le féminisme, en fait, c'est pas le pouvoir aux femmes, c'est l'égalité. Et donc, ça veut dire aussi, si des hommes sont victimes, ils ont autant le droit d'être reconnus, d'être vus, d'être pris en charge, d'être aimés et d'être compris. Ça, c'est d'une première part. D'une deuxième part, nous ne sommes pas des hommes, mais dans ma pratique clinique, c'est un peu je pense que c'est un hasard ou le destin, on sait pas. C'est à suivre, oui, c'est mais ça. j'ai aidé beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes entre, je vais dire, 25 et 50 à peu près, et beaucoup vivaient des enjeux de violence conjugale, parfois très déguisés. Hein? Donc, je trouvais que ce sujet-là, on n'en parle pas assez. Et là, ces temps-ci, sur les réseaux sociaux, tu ne seras pas surprise d'apprendre qu'il y a comme une recrudescence d'une espèce de mentalité où, c'est ça, le pouvoir, la force, le pas d'émotion. Alors ça laisse pas beaucoup de place à un homme à faire, excusez, moi, ma femme, ma blonde, ma copine me maltraite et ça me fait souffrir beaucoup. Donc, plus on va en parler,
Et là, je suis tellement contente que tu m'aies dit oui à ça, Oui, que oui. tu m'accordes cette tribune pour pouvoir en parler. Puis plus les tabous tombent. C'est à ça que ça sert, les internets. Mais vraiment, vraiment. Puis c'est ça, tu sais, on mentionnait justement, tu sais, dans certains cas, ça va être la conjointe. Parfois, c'est dans des relations homosexuelles aussi, Ah ben où oui, c'est le absolument. conjoint. Tu sais, là, j'essaie de voir ça grand, mais Ouais. c'est ça, je trouve ça important d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est facilement accessible, on va dire, justement. Fait que je me dis, pourquoi pas en parler. Ça sera pas la première publication, ceci dit. Là, je vais tranquillement glisser vers la première publication, là, mais c'est ça. Je vais faire encore une fois un trauma avertissement. La première publication, c'est ça. On va parler d'agression sexuelle. C'est la fameuse publication qui m'a été partagée là, le 1er mars dernier, donc ça fait longtemps. Je remercie encore la personne qui m'a écrit. Je me dis, mon Dieu, pour elle, elle doit se dire, oh mon Dieu, je vais être lue, tu sais. Mais c'est ça, j'attendais le bon moment parce que c'est ça, quand j'ai lu ça, j'ai compris rapidement que je ne pouvais pas, à moi seule, disons, analyser, décortiquer cette situation-là. Donc, il va être question, comme je disais, d'agression sexuelle. Ça fait partie de la catégorie, si on veut, true of my chest. Fait que la personne s'est juste libérée de ce secret-là. C'est une femme de 39 ans qui m'a écrit. Et elle nous dit ceci. J'avais 28 ans et j'étais nouvellement célibataire. Je me suis donc inscrite sur un site de rencontre et j'ai commencé à discuter avec un homme qui me paraissait charmant. Une première date est organisée dans un petit café. On discute énormément et on a beaucoup de plaisir. Après cette date, je retourne chez moi avec un bon feeling sur le gars. J'ai même très hâte de le revoir. Et donc, je m'arrange pour organiser une deuxième rencontre. On décide d'aller au cinéma et c'est lui qui vient me chercher en voiture, donc j'embarque avec lui et on se fait notre petite soirée ciné. Tout se passe à merveille. Ensuite, il me raccompagne chez moi. En chemin, on discute beaucoup, on rit énormément. J'ai pas envie que la soirée se termine immédiatement, mais je suis pas prête à le faire venir chez moi. Il me propose donc de se trouver un petit coin tranquille où on pourrait se stationner et continuer à discuter, entre guillemets, dans la voiture. Je mets l'emphase sur le mot « discuter », car même si la complicité était là, aucun rapprochement n'avait été entamé, ni de réel flirt. On apprenait juste à se connaître. Finalement, il trouve un stationnement près d'un parc, dans un endroit sombre et sans rien autour. Et à la minute où il est stationné, je me suis retrouvée devant une autre personne. Il est subitement devenu très froid, le regard vide et noir. Il m'a dit « Bon, j'ai eu une fucking journée de marde, fais-moi une pipe. » Honnêtement, à cet instant, seule, au milieu de nulle part, j'ai eu peur. Peur de ce qui pouvait m'arriver. Mon instinct me disait « danger ». J'étais tétanisée. J'ai même pas dit non. J'ai juste obéi. Je voulais juste en finir avec ça et retourner chez moi. Une fois la chose terminée, je lui ai dit que j'étais fatiguée et je lui ai demandé de me raccompagner chez moi. C'est ce qu'il a fait. Après ça, je lui ai plus jamais reparlé. Je suis juste restée avec le remords de ne pas lui avoir dit non et le questionnement à savoir si c'était une agression sexuelle. J'ai jamais porté plainte, puisque même à ce jour, on dirait que j'arrive pas à déterminer si c'était vraiment une agression. Le fait de ne pas avoir dit non et tout simplement avoir fait ce qu'il m'a demandé sans rien dire. Le fait qu'il a accepté de me raccompagner comme si rien de grave s'était passé a semé la confusion en moi. Même après coup, on dirait que j'ai juste voulu me convaincre que ça n'avait été qu'une relation sexuelle comme une autre. J'ai voulu tout oublier, j'ai supprimé mon compte de rencontre et j'ai voulu mettre cette histoire derrière moi. J'ai oublié son nom, son visage, à quoi il ressemblait. Une partie de moi a conservé la peur que j'ai ressentie ce soir-là, mais je reste avec le doute de ne pas savoir comment les choses se seraient passées si je lui avais dit non. Le scénario aurait peut-être été moins pire que je me l'imaginais. Peut-être aurait-il juste été me rapporter chez moi. Bref, je ne sais pas trop quoi en penser. Et vous? C'est triste comme histoire. On sent la détresse. Est-ce que je sais pas si ça te fait ça quand tu lis des partages, mais tu vois les images dans ta tête? Ouais. Moi, ça me fait ça aussi avec les patients. C'est ce qui m'aide à être aussi sensible, mais en même temps, c'est des fois, il faut comme mettre la ligne. C'est pour ça que je ne cacherai pas que la première fois que j'ai lu ça, j'ai été très émotive de par... je l'ai mentionné tantôt, mais je me sentais comme privilégiée à quelque part de me dire qu'elle était assez en confiance avec moi pour me partager ça. Je me sentais... C'est drôle, mais un peu soulagée à sa place parce que je me disais, c'est la première fois qu'elle en parle. Fait que peut-être juste l'exercice de m'avoir écrit l'a aidé. Fait que je me disais, c'est le fun. C'est le fun, considérant les circonstances.
Après... C'est mieux off my Ben, chest que in. Ouais, c'est On ça. s'entend. Après, je pense aussi que je m'étais reconnue dans le questionnement, à savoir si c'était une agression sexuelle. Mhm. Je comprends Mhm. sa confusion. Mhm. Je comprends l'interrogation parce que tout ce qui est en lien avec ça, surtout dans les dernières années, on décortique de plus en plus, puis on déconstruit certaines idées par Ouais. rapport à ce qui est une agression Ouais. ou pas. Puis Ouais. ça fait longtemps de ça. Si on fait le calcul, ça fait 11 ans. Ouais. Fait que, tu sais, Oui. v'là 11 ans, Oui, il y a 6 mois. Fait v'là que, 6 mois ouais. même, c'était pas ce Ouais. que c'est aujourd'hui. Absolument. Fait que je la comprends Ouais. de revenir avec ça aujourd'hui puis de faire OK, je me questionne vraiment, tu sais, c'était-tu une agression ou pas? Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été là, la première publication que j'ai faite. Ah, ben là, ça me prendrait un win professionnel de la santé parce que mon c'est opinion pas facile. reste. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est ça. On sent que ça te rend encore émotive Ouais. aujourd'hui. Hein? Ben oui, ben. Ben, je c'est suis normal, très- moi aussi, ben oui. j'avais un peu le moton puis le cœur qui me débattait dans le parking. Il y a tellement de choses à dire qu'on peut faire 2 heures. Je juste sur sais, ça va être tough aujourd'hui de comme ramener ça, Ouais, ouais, là. ouais. Mais je comprends. Je me suis améliorée, imagine. Premièrement, je veux dire à cette personne, merci beaucoup. Pas juste de nous accorder la confiance Mhm. de partager, mais aussi de le faire malgré les années qui se sont passées, Mhm. possiblement dans l'optique que ça puisse aider d'autres personnes Mhm. à réaliser qu'elles ont peut-être vécu une agression sexuelle. On dirait que le premier réflexe que j'ai goût de dire, c'est que je ferai une recherche, ou toi, tu peux-tu la faire, ou sinon ça va être moi, sur l'article du Code de loi qui définit une agression sexuelle. Mhm. Puis on va rebondir sur ça après parce que... Puis je suis tellement contente qu'on ait déjà parlé de l'IVAC parce qu'on va pouvoir parler de la différence entre le processus judiciaire puis l'IVAC. Mhm. Ça va nous permettre de voir. Mhm. Puis on va parler aussi de consentement, bien Mais sûr. tu vois, c'est pas l'article en tant que tel comme tu le suggérais. Par contre, moi, je m'étais mis en référence un site gouvernemental quand même. Là, Ouais. c'est vraiment c'est un site provincial là, du Québec, Ça en fait. va, parce que dans le fond, Oui. c'est appuyé Ben, sur la loi. C'est vraiment que... C'est ça, parce que moi aussi, bonne élève que je suis, j'étais comme, je vais faire des petites recherches. Puis, tu sais, il y a vraiment un site, là, en fait, c'est comme... sur le site, là, si je vois là, famille et soutien aux personnes, violence, intimidation, puis là, ben, on va dans aide et ressources relatives aux agressions sexuelles. Puis dans les termes, dans les définitions, il y a définition des formes d'agression sexuelle. Ouais. Puis je vais prendre le temps de lire. Prenons-le. Ça en vaut la peine, vous allez comprendre. Oui. Dans la définition, donc, l'agression sexuelle est un acte abusif qui vise à soumettre une personne à ses propres désirs sexuels sans avoir obtenu son consentement au préalable. Dans certaines situations, même si l'agresseur prétend avoir obtenu le consentement de la victime, il s'agit tout de même d'une agression sexuelle, par exemple. Et là, il y a des exemples. Par exemple, si la personne n'a pas donné son consentement sur le moment, si la personne est mineure, si la personne est sous l'influence de l'alcool, de drogue ou de médicaments, si la personne est terrorisée et si la personne est figée par l'effet de surprise. Et moi, ces 2 derniers éléments-là, la notion d'être terrorisé et d'être figé par l'effet de surprise, c'est là que j'ai fait « Ah, ben c'est ça qu'on retrouve finalement dans le partage de cette femme-là. C'est ça qu'elle décrit. Son instinct lui disait « danger ». Fait que c'est là que... Puis on va parler des Vas-y. éléments. Ça tombe bien parce que on l'a pas dit dans tous les millions d'affaires que je fais, mais j'ai un podcast de True Crime. Fait que Oui, ces c'est vrai. temps-ci, je fais beaucoup On en de a pas parlé recherches. encore. Ah, écoute, regarde. Écoute, on a je pas fais fini. 1000 affaires, là. Ben pour oui. vrai, c'est normal. Mais dans mes recherches sur les tueurs en série, il y a des choses spécifiques qui permettent d'établir un climat de terreur, de dominance et même de grand danger là, d'être tétanisé. Et c'est ce qu'elle a vécu. Fait qu'on va parler de ça aussi. Premièrement, je suis contente de la lecture que tu viens de nous faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu la description du gouvernement. Ça s'est grandement amélioré. Déjà, il y avait eu le changement dans la loi. Une personne qui est fortement intoxiquée, pas en mesure de donner un réel consentement. Parce qu'un consentement doit être libre et éclairé. Donc, je suis libre de dire oui, mais éclairé veut dire je suis consciente des conséquences et des choix que je fais dans ce consentement-là. Et d'autant plus qu'il peut être retiré à tout moment. Oui. OK? Fait que si on regarde comment ça s'est passé, on regarde le déroulement de l'histoire. Il y a eu 2 dates où on a vu un personnage en public
qui était drôle, qui était léger, qui mettait aucune pression. Ça cliquait entre les deux, visiblement. Une petite complicité, on s'amuse, on s'aime bien. Allons plus loin. J'ai envie de passer plus de temps avec toi. Premier choix, premièrement, il n'y a même pas de demande qui a été faite à ce niveau-là. Est-ce qu'on va dans un autre endroit où tu as envie d'aller? Elle ne l'invitera pas chez eux. C'est parfait. Il est allé se parker. Donc, déjà, il a pris son corps physiquement, puis il l'a amené dans un endroit isolé, dans son véhicule. Donc, déjà, on a un aspect pas d'enlèvement, mais de séquestration, mettons, oui, un peu l'espèce, pas de huis clos, mais tu sais, c'est ça aussi, il faut comme se mettre à la place de cette femme-là, dans le sens où j'entends déjà des gens, ou en tout cas, il pourrait y avoir des gens qui disent « Ben oui, mais à tout moment, elle peut sortir de la voiture. » Et attends une minute, si toi, tu sais pas exactement t'es où, puis elle le précise, un endroit où il y a rien autour, il fait noir, c'est particulier quand même, là, c'est ça, comme choix de lieu, là. C'est très particulier. Là. Et il faut pas mettre de côté l'aspect d'aliénation. Okay? On est souvent aliéné, là, ça veut dire on est dans notre tête, on pense qu'on est en train de virer fou avec nos pensées, quand sur papier, sur la table, c'est pas ce que j'ai observé. C'est pas un psychopathe dangereux que j'ai devant moi, c'est un joli garçon qui m'amène dans des endroits publics, on rigole, on a du plaisir, on a une complicité, c'est dans ma tête. Oh, mais je ressens un petit quelque chose, oh non, c'est dans ma tête. Puis on a envie, tu sais, quand on se met sur un site de rencontre, on a envie de rencontrer, on a envie de connecter avec d'autres gens, peut-être même de tomber en amour, de forger une relation. Fait que ça, c'est sûr que ça va venir teinter notre jugement. Est-ce qu'au moment où il se dirige vers le parking, il va faire « je sors en courant de l'auto », la plupart des personnes, non. Mais non. Tu vas être dans ta tête, tu vas te dire, ben là, non, il me semble qu'il n'y a rien qui se passe. C'est très intéressant aussi qu'il ait subitement changé de personnalité une fois qu'il a été seul. Ça fait très prédateur comme style de comportement. Okay? Puis dans la définition que tu nous as lue, on parle du consentement, on parle d'obtenir le consentement. Il n'a pas demandé quoi que ce soit. Non. Il a dit, j'ai eu une journée de merde, fais-moi une pipe. Oui. Donc, la personne, puis on ne sait pas son histoire de vie au complet. Parfois, les gens ne la savent même pas eux-mêmes parce qu'il y a des choses qui sont oubliées. Mais une personne qui aurait vécu d'autres formes d'abus physiques ou sexuels dans sa vie, ce genre de comportement-là, c'est assez pour reprovoquer un choc traumatique et rendre la personne complètement tétanisée. D'autre part, même sans ce background de trauma-là, moi, je m'imagine à sa place, je suis seule avec un pur inconnu dont je ne reconnais plus le visage et les yeux. Je suis isolée dans le noir dans son véhicule. La réaction d'être paralysée par la peur, c'est une réaction très, très fréquente dans les situations d'abus sexuels, mais les autres. Okay? En fait, c'est une des réactions normales du corps humain ou même de la vie animale. Tu vas soit décamper, contre-attaquer ou être paralysé, tétanisé par la peur. C'est pour ça que, et j'en suis vraiment reconnaissante, que la définition des agressions sexuelles s'est peaufinée avec ces éléments psychologiques-là qui sont vraiment, vraiment importants. Il n'y a pas non plus, d'abord, il n'a pas du tout été doux ou tendre avec elle, il n'a pas posé de questions, il n'a pas proposé quelque chose, il n'a pas demandé si ça y tentait. Puis, il a pris ce qu'il voulait prendre, puis ensuite, il l'a rapporté. T'sais. Fait qu'on voit, pour moi, il n'y a pas de doute que c'est une agression sexuelle. Ben, pour moi non plus. Mais après, tu sais, c'est ça, c'est que moi, quand j'ai lu ça, j'étais pas perplexe, mais je me disais, je comprenais c'est ça, sa remise en question, parce que là, je me disais, elle a vécu ça il y a 11 ans, fait que là, elle remet ça en question aujourd'hui, je comprends, d'où les recherches que j'ai faites. Puis là, je le mentionne, c'est la définition que j'ai lue. Il y a d'autres paragraphes qui suivent, on s'entend, là, puis c'est beaucoup plus poussé que ça, là. Ce n'est pas que ce que j'ai lu, mais disons, l'essentiel était là. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est qu'elle a dit qu'elle a oublié son visage, elle a oublié de quoi il avait l'air, elle a comme voulu oublier ça, puis à moins que je me trompe, j'ai l'impression que c'est très... comment je dirais? C'est très en lien souvent avec ce genre de trauma-là qu'on a. On oublie comme le cerveau veut nous protéger, je crois, tu sais. Fait en lisant ça, c'est comme si, le cerveau veut la protéger un peu, puis elle-même, elle l'a dit, j'ai comme voulu oublier ça, puis je sais pas, tu sais, est-ce que c'est justement les mouvements des dernières années qui ont fait tout ressurgir ça chez elle? Je ne sais trop. J'espère que ça y a fait du bien, tu sais, d'en parler. Puis c'est pour ça qu'on parlait de l'IVAC tantôt, tu sais, je pense que
à quelque part, elle pourrait aller chercher ce Il y genre a pas de... de Tu sais, doute. dans le sens où... Ben, pas c'est triste à dire, mais dans le sens c'est une bonne candidate, entre guillemets. Absolument. Tu sais, Absolument. Le vécu de dit la de même, violence sexuelle. c'est étrange, mais c'est ça pareil, tu sais. Absolument. Puis- Il n'y a pas de doute. Ben, en fait, ce qui Fait est que, tu sais- confusant pour la personne qui vit une situation comme ça, puis même pour une Ouais. personne qui reçoit ce témoignage-là, ou même pour un professionnel qui N'importe qui, reçoit ce ouais. témoignage-là, c'est que si on regarde la loi au sens de la loi, Oui. elle a vécu une agression sexuelle. Mm-hmm. Mais là où ce solde et là où l'IVAC vient vraiment travailler dans le bon sens, là où se soldent la plupart des dossiers criminels dans ce domaine-là, particulièrement les agressions sexuelles, c'est qu'on a un système où tu vas devoir faire la preuve hors de tout doute C'est ça, là. que la personne t'a agressé. Et là, la chose se produit comme une arène de combat où on va avoir un avocat d'une partie, un avocat d'une autre partie, et l'autre partie, qui est accusée, par exemple, d'agression sexuelle, son avocat va se faire le devoir de discréditer la personne. Donc, est-ce que cette personne-là, avec cette histoire intégrale, serait capable de gagner en cours? 99 non. C'est ça qui est triste, en fait, Oui, à c'est réaliser. extrêmement triste. Mais moi aussi, j'ai pas de difficulté à imaginer que dans le cas d'une plainte, tu sais, formellement tu sais, déposée et tout, je sais pas jusqu'à quel point tout ça, toutes les démarches, parce malheureusement, on le sait là, qu'aujourd'hui, c'est extrêmement exigeant de déposer une plainte, de dénoncer comme ça. C'est là que je suis contente de savoir que l'IVAC existe parce que tu peux, dans ce cas-ci, aller chercher, c'est ça, une autre forme d'aide. Puis j'ai envie de dire, te concentrer sur toi. Exactement. C'est dans le sens où de ne pas redonner, si on veut, une attention certaine à ton agresseur, peu importe qui il est. Puis là, bon, juste le revoir. c'est ça. Ouais. Comment ça, il faut témoigner en cours? C'est tout ça. À avoir un peu de mesure, là, que oui. tu peux ne pas voir ton agresseur, mais c'est pas tous les juges qui acceptent qu'on la mette en place. Fait que non seulement tu vas devoir venir débattre, et c'est très imposant, c'est stressant, là, en cours, devant des juges, des gens qui écoutent, des avocats, Puis là, tu vas devoir raconter ton trauma devant ton agresseur. Juste ça, en soi, c'est une répétition du trauma. Et là, son avocat va travailler à te discréditer. Donc, le processus juridique, c'est pour ça que c'est important aussi de faire, par exemple, quand on a vécu des agressions, d'aller tout de suite faire une plainte, d'aller faire des tests, d'aller faire un kit. Dans son cas, ça aurait probablement rien donné. Donc, c'est d'une tristesse sans nom. Et j'ai vu tellement de patients et de patientes revivre leur trauma pour que ça ne donne rien. J'ai vu même des histoires d'horreur où, au contraire, la réputation, par exemple, de la femme qui avait fait une plainte a été ternie. C'est sorti dans les médias, alors que l'homme, là, je dis homme-femme, mais pour vrai, oui, on englobe aussi les femmes qui sont des agresseurs. Et vice-versa. Dans le sens où, Et lui, au contraire, il s'en sort haut la main. Donc, non seulement ton agresseur n'a pas été reconnu, mais toi, on t'a démoli. Ça a duré des mois et des mois et des mois et des mois. On a utilisé, par exemple, un diagnostic que tu avais sur la place publique pour dire à quel point, toi, t'es folle, donc t'es pas crédible. Et la personne ressort de là hyper polytraumatisée, pas du tout de reconnaissance au niveau de la justice et encore plus démolie. Alors que, au côté, mettons, de l'IVAC, t'as rien à faire au public. Tu vas écrire ton histoire dans tes mots sans même nommer ton agresseur si tu veux pas. Et il n'y a pas personne qui va dire « Ah, non, là, tu n'as pas vécu assez d'agression. » C'est ça, qui va remettre en question ou quantifier, qualifier. Oui. Fait comme processus de réappropriation, de guérison, de traverser ton traumatisme, c'est sûr que ce processus-là... Mais là, je suis pas en train de dire aux gens « Faites pas de plainte, faites des plaintes tant que vous pouvez. » Mais c'est dur. Mais c'est que c'est du cas par cas. Il faut toujours se rappeler ça. Effectivement, on n'est pas en train de mettre toute expérience d'agression dans le même panier, vraiment pas. C'est du cas par cas. Puis dans d'autres cas, plainte, il doit y avoir, test parfois avec une trousse médico-légale. Bon, c'est vraiment du cas par cas. Là, on se concentre sur ce que nous, on a reçu, effectivement. Mais dans tous les cas, moi, du moins, ce que je retiens, peu importe le chemin qu'on décide de prendre, c'est d'en parler. Peut-être pas d'en parler nécessairement. Ça peut être d'en parler à un corps policier, ça peut être d'en parler à une amie, ça peut être d'en parler à un psychologue, un professionnel, mais d'en parler. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, de ne pas garder ça pour soi. Je pense que c'est surtout là le danger, puis de l'impact au fil des années. Parce que c'est ça que je reviens à ça,
j'espère, j'ose croire que juste le fait de m'avoir écrit, ça y a fait du bien. Je dis pas que ça a tout réglé, vraiment pas, mais Non, je me dis, c'est peut-être un premier pas Ben oui. vers quelque chose. Ben oui, c'est pour ça que ça touchait autant aussi. Ben oui. Parce que quelqu'un t'a choisi toi Ouais. pour dire, tu sais, mon histoire que j'ai racontée à personne tellement j'ai Mm. honte. Mm. Et la honte et la culpabilité excessive, en passant, Mm. c'est... Quand j'étudiais les traumas, je me suis spécialisée dans les traumas sexuels Mm. et je me suis spécialisée dans la culpabilité excessive. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Wow. Dans ce type de cas-là, c'est terrible, la honte et la culpabilité. Fait qu'elle soit sortie vers toi pour déposer son histoire, effectivement, c'est un grand honneur, même si c'est dur des deux côtés. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que je dirais aux hommes et aux femmes qui nous écoutent Mhm. par rapport à des agressions comme celle-ci ou de n'importe quelle forme, Oui. que de commencer à écrire Oui. pour déposer, donc Oui. pour le sortir. C'est contre-intuitif parce qu'on a tendance à dire si j'y pense plus, si je le mets Ça de côté, va... ça va disparaître. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Ça a plutôt tendance à faire l'effet opposé. Puis là, les gens vont venir consommer, je comprends pas, vont venir consulter, je veux dire, je comprends pas, je consomme, ou j'ai des troubles anxieux, ou j'ai des cauchemars, ou j'ai un trouble alimentaire, ou, ben ta difficulté profonde, comme là, un traumatisme, c'est déplacé sur des mécanismes pour essayer de t'aider à passer à autre chose. Mais la première chose, c'est de parler. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ben ici. oui, puis je le mentionne, c'est une chose qu'on avait discuté, toi et moi aussi. Puis là, je l'ai mentionné, mon Dieu, 2-3 fois. Tu sais, autant que j'étais très... j'ai de la misère à trouver le mot, pas choyée, mais c'est ça, je me sentais comme, tu sais, je trouve pas le mot, je suis désolée. Honorée, peut-être? Ouais, honorée, oui, Ouais. honorée, je pense que c'est le bon mot. J'étais très honorée de voir la confiance qui m'avait été offerte, mais en même temps, je me dois de mentionner par contre que c'est pas forcément une invitation à m'envoyer vos récits d'agression. Je le mentionne parce que je veux me protéger là-dedans. Ben oui. Tu sais, en anglais, on va dire du trauma dump, là. Ouais. Tu sais, il y a des gens parfois qui, avec un besoin hyper légitime de partager leur expérience, vont, c'est ça, tu sais, écrire à des gens. Bon, dans mon cas, on s'entend, c'est particulier parce que là, c'est le podcast, puis je demande aux gens de m'écrire. Je sais que c'est autre chose, mais c'est ça, je veux juste mettre ça au clair parce que je doute pas que l'impact peut être très grand avec cet épisode-là, puis qu'il y a peut-être des gens qui vont ressentir le besoin d'en parler. Mais à ça, j'ai envie de répondre. Prenez le temps d'aller voir les ressources que je vais partager, parce que la vérité, c'est que, tu sais, aujourd'hui, je suis en ta compagnie, c'est pas pour rien. Puis c'est pas que je ne veux pas vous lire, mais c'est que si, tout d'un coup, du jour au lendemain, j'ai beaucoup de gens qui me partagent leur expérience, leur trauma, je le dis, là, je suis pas outillée pour ça, tu sais, dans le sens où, tu sais, je suis pas psychologue, rien de tout ça, tu sais, dans le sens où je pense que j'ai une bonne écoute. Oui, t'as une bonne écoute. Tu sais, je me donne la petite table sur le dos, mais ça reste que j'encourage les gens à aller chercher de l'aide, puis c'est ça, c'est d'en parler, mais je le mentionne parce que je sais qu'il y a des gens qui auraient le réflexe peut-être de faire comme « Ah, une personne à qui je pourrais en parler ». Puis comme je vous dis, c'est pas que je veux pas vous écouter, mais je me dis, il faut aussi que je pense au cas où là, je vais recevoir beaucoup de messages comme ça. Je préfère vous rediriger vers les bonnes plateformes. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller voir en barre de description les différentes ressources. On va mettre plein de ressources, des lignes d'écoute, des forums, des organismes. Vraiment. Puis même quand je vais partager les extraits sur les réseaux ou que je vais en parler, pour moi, ça va être super important de rappeler ça. Même que dans le Linktree du podcast, je pense que je vais mettre les ressources en tant que telles. Je devrais toujours les laisser, en fait. Ben oui. Commentaire à moi-même, là. Ben oui. Note to self. Oui, c'est ça. Marie-Lou qui fait du montage plus tard, là. Ajoutez ça au Linktree. Écoute, es-tu prête pour la prochaine publication? Oui! On dirait que j'ai l'impression qu'on aurait pu jaser encore super longtemps, mais je me dois te faire la gardienne du temps. Fait que, attends, laisse-moi juste ça. une seconde. Mais oui, prends le temps de penser s'il y a quelque chose que tu aurais aimé. Oui. Prends le temps. Prends le temps, oui. prends le temps. Je vais rajouter ceci. Oui. Pour la Marie-Lou au montage. Donc, je vais rajouter que lorsqu'on est prêt à déposer son histoire à quelqu'un, le consentement, c'est pas juste par rapport aux actes sexuels, c'est dans tous les sens du terme. Et même quand tu as eu une journée de schnout puis tu as le goût de le partager avec ta conjointe ou ton conjoint, demander à l'autre, je m'apprête à te raconter quelque chose qui est important pour moi, est-ce que tu as de l'espace? Et ce que tu as raconté tantôt, parce que là, tu le vis pas encore, mais je me doute que tu dois quand même déjà le vivre un peu, c'est-à-dire, tu sais, ton podcast, il est connu, les gens vont venir déposer beaucoup. Moi, quand je suis sortie sur les réseaux sociaux et je suis psychologue, je suis outillée. Oui. Mais en dessous de la psychologue, il y a une fille
fille, Il y a là. quelqu'un. Il y a Ben même oui. une petite Véro vulnérable qui a vécu des blessures Oui, oui. dans son enfance, puis qui a des vulnérabilités, puis qui est très intense, très sensible. Je me suis mise à recevoir les histoires et des fois, les gens sont très graphiques, beaucoup de détails. Très cru, oui. C'est très difficile. Puis même Je sais. que récemment, dans notre fameux DSM-5 pour poser les diagnostics, le Qui est manuel, sur la table Oh oui. pour ceux qui nous écoutent à l'audio. On a rajouté à la possibilité de développer un trouble stress post-traumatique le fait d'être exposé à répétition au trauma des autres. Wow. OK? Fait que c'est quand même important. Donc, on veut trouver un équilibre entre moi, j'ai vécu un trauma, par exemple, Ouais. je dois le déposer et je souhaite partager. Et juste avant de le faire, à la personne que je choisis, je vais demander. Fait que même si c'est ta meilleure chum, même Ouais. si c'est ta mère ou ton père ou Marie-Lou, Oui, ben, tu moi. demandes avant. Comme Je ça, comprends. puis toi, tu auras la chance de dire, écoute, je me sens choyée que tu m'as choisi, puis en même temps, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'espace mental. Donc, ton histoire, elle n'aurait pas la place qu'elle mériterait d'avoir. Je t'invite à utiliser les ressources. Fait que comme ça, il y a une espèce de consentement des deux Ouais, côtés, même j'aime dans ça. le dépôt d'une histoire. tu sais. Mais je trouve ça important. C'est vraiment, mon Dieu, c'est vraiment pertinent. Merci d'avoir ajouté ça parce que ça vaut, tu sais, là, ça vaut pour moi, mais ça vaut pour tout le monde. Absolument. Ah, c'est vraiment intéressant. Merci. Écoute, je vais souhaiter beaucoup de courage et de courage et d'amour à cette personne-là qui Moi qui nous a écrit. Je l'encourage justement à aller Oui. chercher toute forme d'aide, ce qu'elle a Absolument. besoin, finalement. Puis elle là, tu peut sais. m'écrire Oui, sur ma oui, page oui. professionnelle. Je vais Complètement. l'accompagner même dans la demande IVAC. Super. Ça va me faire Eh plaisir. bien, merci, c'est gentil. On en a parlé là, un petit peu dans l'intro, comme quoi on voulait parler de violence conjugale Oui. chez les hommes. Oui. Et là, ben, on va en parler. Il y a une publication, justement, là, qui a été partagée sur le subreddit r/Québec. Donc, c'est un homme du Québec qui a partagé ça. Parfait. Ça a été partagé il y a 2 ans. Et le titre, Je suis un homme victime de violence conjugale. Je suis en couple depuis plusieurs années et j'ai 2 filles de jeune âge, 3 et 7 ans. Je suis victime de violences psychologiques de la part de ma conjointe presque chaque jour. Crise de jalousie, cris, critiques, insultes, isolement. Je peux pas voir mes amis sans questionnement. Et tout ça devant mes filles. Des fois, ça se manifeste sous forme physique aussi. Elle lance des objets, va casser du verre, elle va casser son téléphone, la télé, des décorations, etc. J'ai essayé par tous les moyens de la faire raisonner, de la convaincre d'aller demander de l'aide ou d'aller consulter, car c'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche, probablement dû à son insécurité et vécu d'enfance. Bref, elle ne veut rien savoir et me blâme de la traiter de folle, et sans surprise, ça finit en crise et violence. Rendu à l'état actuel des choses, j'ai peur de son prochain coup et l'effet que ça pourrait avoir sur nos filles. Mais je suis vraiment mal pris. Je suis perdue et je suis plus certain de ce que je devrais faire. J'ai vraiment très peur que si j'en parle ou que j'entame des actions, je finisse par perdre mes filles et ne plus les voir, car c'est certain qu'elle les utilisera contre moi. Elle sera en meilleure position à faire croire que je suis le mauvais dans tout ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai attendu jusqu'à avoir 2 filles avec elle, elle me promettait tout le temps qu'elle changerait et qu'avec les enfants, elle se comporterait mieux. Et j'ai toujours senti une responsabilité de support envers elle, car je sais très bien que si je pars de sa vie, elle n'aura personne. Bref, les promesses se sont avérées tout à fait fausses, et même que c'est de pire en pire avec les enfants. Aucune patience, et ça se reflète même sur eux, les pauvres. Bref, je ne sais pas par où commencer et comment m'assurer que la situation ne se retourne pas contre moi. J'en peux vraiment plus de la situation. Des fois, ça me passe par la tête d'aller en finir avec ma vie et comme ça, je n'aurai plus à dealer avec ceci, car de toute façon, je ne vois aucune issue facile et heureuse pour moi. Et là, la personne a reçu énormément de beaux commentaires. C'est sûr. Des gens qui lui référaient des ressources, des gens qui partageaient leur histoire. Il a fait un petit edit, comme un ajout, Ah oui. et il a dit « Wow, merci pour le support et les infos. Je ne m'attendais pas à tout ce support. Je n'ai pas répondu à tous, mais j'apprécie chaque commentaire d'encouragement. Ça m'aide vraiment et ça me remonte le moral. Je vais commencer à appeler et m'informer et j'espère que mes enfants et moi allons pouvoir s'en sortir sans trop de séquelles. J'espère que ma conjointe aussi finira par comprendre et aller chercher le vrai support dont elle a besoin. Merci encore. » Ouf, une autre publication touchante. Oui. Oh. Mais c'est... Tu sais, s'il y a des gens qui veulent aller lire l'ensemble des commentaires, je vous encourage à le faire parce que il y a vraiment des beaux commentaires. Je les ai pas tous lus là, parce qu'il y en avait beaucoup, mais chose certaine, je le confirme, quand il y a des hommes qui partagent
leur enjeu de santé mentale, Ouais. quel qu'il soit. Là. Ça peut être Ouais. dépression, ça peut être de l'anxiété, difficulté dans les études et tout. Mhm. Le support est là en ligne. Ouais. Puis je trouve ça particulier parce que c'est là que je me dis, c'est pas vrai qu'on veut pas entendre parler des problèmes des hommes ou de ce qu'ils vivent. Puis c'est pas vrai que les autres hommes sont pas là non plus, tu sais. Je pense que parfois, peut-être que dans leur tête à eux, avec les hommes autour d'eux ou avec leur entourage, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas l'espace pour parler, mais dans les faits, tu sais, pour tous ces gars-là, tous ces hommes-là, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes pas seuls à avoir des difficultés. Mais ça... Fait que moi, de lire ces commentaires-là, ça a comme mis un petit baume sur mon cœur de voir, wow, les gens, tu sais, s'entraident. De l'espoir à Il l'humanité. y a de l'espoir, puis... Ouais. Puis en même temps, c'est ça, on en parle rarement, je pense, des hommes qui sont victimes Tellement. de violences conjugales. On en parle, mais Pas assez. pas assez. C'est pas pour rien que je voulais Puis- qu'on parle de ça aujourd'hui. ben, Je suis c'est contente ça. que tu aies trouvé vraiment une belle publication. Une publication qui est à l'image de ce qu'on voit plus dans nos bureaux Ouais. au quotidien, dans le sens que si tu avais sorti une publication où la personne vit clairement là, de la violence, la personne dans son couple la frappe. Tu sais, Ouais. puis là, c'est évident, là, on peut vraiment le dire sur papier. Ouais, ouais, là, ouais. OK, il y a de la violence conjugale, c'est un exemple extrême, et ce n'est pas la plus grande majorité. La plus grande majorité, ça ressemble à ce que tu nous as lu là. Et écoute, tu lisais, évidemment, je me faisais encore des images, là, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, et je me disais, j'ai pas le nom puis l'adresse de cette personne-là, parce qu'en tant que professionnelle, je suis obligée d'appeler la DPJ dans un cas comme ça. Parce qu'on est clairement devant de la violence conjugale, répétée, de différentes formes, et surtout, quand on parle de la loi, puis il en a parlé, je trouve ça tellement bon parce qu'on va pouvoir parler de ça, on parle de la loi pour la protection de la jeunesse. Là, on n'est plus dans est-ce que l'enfant reçoit des coups physiques ou des agressions sexuelles. Quand son développement psycho-affectif est mis en jeu, on doit faire un signalement. Et les gens, la plupart des gens ont peur de la DPJ. C'est vrai que la DPJ a déjà fait des erreurs. Oui, oui, c'est pas un système qui est parfait, Ben non, comme rien dans la il y a vie, des j'ai envie de humains dire. Là. en arrière, oui, oui. puis tous les humains sont Mettons imparfaits. ça au clair. Là. Ben Le problème, c'est que dans les médias, on va faire ressortir les histoires où il y a des erreurs. Je pense à la petite fille de Granby, par exemple, oui. où il y a eu un concours de circonstances avec des grosses erreurs qui a fait faire une grosse bourde à la DPJ. Et ça va laisser des marques sur les gens. Et je te le dis, je dis pas qu'il n'y a pas d'erreur, parce que j'ai même aidé des patientes qui ont été victimes d'erreurs. Mais la plupart des gens qui travaillent à la DPJ, j'en connais, sont des personnes vraiment bien intentionnées, ont le cœur sur la main, Mais le oui. salaire n'est pas très alléchant. Fait que quand tu décides d'aller travailler pour la DPJ avec des cas difficiles, lourds, et souvent qu'on va être impuissante, qu'on ne sait pas quoi faire, etc., c'est parce que tu as le cœur et les bonnes intentions sur la main. Puis la plupart du temps, la DPJ, à 99% du temps, ils n'enlèvent pas les enfants à leurs parents. Les études le démontrent que l'idéal, même quand la mère, par exemple, là, on prend le cas de la mère, consomme ou fait preuve de violence ou a des enjeux de santé mentale non pris en charge, c'est mieux ça que de l'enlever de son foyer. Fait que la DPJ va tout faire en sorte. Mais elle va dire, bon, les parents, vous êtes venus me voir, vous avez besoin d'aide, acceptez-vous l'aide? Et là, c'est là la question. Ouais. Donc, monsieur semble prêt Ouais. à recevoir de l'aide, mais madame, pas du tout. En fait, là, évidemment, on a juste un côté de la Oui, médaille, mais oui, oui, oui. si à chaque fois qu'il dit, gars, t'as des souffrances, on peut-tu aller consulter quelqu'un, on peut-tu voir quelqu'un, puis qu'il a dit, tu me traites de folle, puis que là, elle s'emporte, oui. que ça devient un autre épisode de violence, bien, madame veut pas d'aide, là. Fait que quand la DPJ va rentrer dans l'histoire, ça peut mal se dérouler pour elle. Je comprends sa crainte. C'est la crainte de beaucoup de papas que j'ai vu dans ma vie, celle de se faire dire tu vas te faire enlever tes enfants. Les droits des pères sont beaucoup mieux reconnus aujourd'hui. Oui. Puis je dis toujours une chose, OK? Parce que j'ai déjà vu des cas dans mon bureau de les deux parents font preuve de violence et les enfants sont témoins de tout ça. Et la DPJ, puis les autorités vont mesurer le désir et l'introspection du parent à travailler sur lui puis à s'améliorer. OK? Fait que si lui, il va avec cette optique-là, il n'y a aucun danger. L'affaire, c'est que dans cette situation-là, ça, c'est le cas de tellement de gens, il y a autant besoin d'aide qu'elle.
on se retrouve pas dans une relation comme ça par hasard, puis on y reste, puis on y reste. Peut-être les 2 premiers jours, OK, là, il y a un concours de circonstances, mais ensuite, il y a des dynamiques. Il l'a dit pour sa femme, peut-être des blessures dans son enfance qui font qu'elle se comporte comme ça, peut-être des blessures dans son enfance à lui, qui fait qu'il accepte des choses comme ça. Puis la violence conjugale, presque tout le temps, ça s'insinue là, de manière tellement insidieuse et graduelle que tu le vois pas venir. Aujourd'hui, nous, on le lit, puis c'est évident. Oui. Mais lui, il est dedans tous les jours. C'est ça, son quotidien. Il l'a pas vu s'installer, mais il le sait un peu. Parce que pour avoir déposé ça, il le sait. Oui, bien, je pense que oui. Puis après, tu sais, c'est ça qui était... Ben, pas qui était choquant, mais dans le sens où les gens pourraient aller retrouver la publication. C'est ça, comme je dis, si vous voulez aller voir, mais il y a beaucoup de gens qui vont partager leur propre expérience. Puis j'avais un peu peur des commentaires parce que je me disais... Facile de tomber dans le jugement. Ben, oui. Puis peut-être qu'il y en a là, des commentaires qui ont soit été supprimés ou qui sont comme dans le voté, là, dans le sens où ils sont carrément au plus bas parce qu'on ne suggère pas aux gens des lire ou en tout cas qu'on juge qu'ils ne sont pas pertinents. J'avais surtout peur, justement, de l'espèce d'idée préconçue de... Tu sais, soit de catégoriser toutes les femmes dans le même panier ou de dire que, ah, mon Dieu, c'est toujours ça. Puis, tu sais, dans tous les cas, sans vouloir pointer un genre plus qu'un autre, c'est de se dire que, puis tu l'as mentionné, c'est 2 personnes qui souffrent en bout de ligne. Absolument. C'est 2 personnes qui sont... C'est 4 personnes. Ben oui, c'est ça, oui, si on compte les enfants, malheureusement. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est là que c'est vraiment particulier. Puis il y a quelqu'un qui, je résume, là, mais qui explique qu'il a vécu le même genre d'histoire, puis que, ben, qui a eu une démarche avec la DPJ, puis, tu sais, c'est ça, c'est que la personne explique que souvent, même une fois les démarches faites pour quitter le couple ou pour, bon, ça va continuer après aussi. Tu sais, c'est pas quelque chose qui, une fois séparé, tout est réglé, c'est pas ça. La personne n'est pas réglée, là. Ben non, tu sais, fait que c'est beaucoup de démarches, puis effectivement... Tu sais, c'est bien parce que je me dis, cet homme-là a quand même été, à quelque part, déjà en déposant cette histoire-là, a à quelque part demandé une forme d'aide, tu sais, si on veut, ou en tout cas des avis. Puis le commentaire le plus pertinent, mettons, de cette publication-là, c'était quelqu'un, laisse-moi aller retrouver le commentaire, c'est ça, c'est quelqu'un, en fait, qui travaille dans le domaine d'intervention auprès des hommes, qui le félicite, premièrement, pour sa demande d'aide. Puis, c'est ça. La personne mentionne, premièrement, si ta sécurité ou celle de tes enfants est menacée, tu peux ou devrais appeler la police. Et la personne parle des maisons d'hébergement qui sont accessibles pour les hommes. Tu vois, moi, Puis il n'y en a pas beaucoup. Ben, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oui, il y en a. Du moins, il y en a. Tu sais, même pour moi, à quelque part, c'est ça que je dis quand... Tu sais, quand je dis qu'on n'entend pas beaucoup parler de la violence... conjugale, on va dire, là, dont les hommes sont victimes, c'est que au-delà de l'histoire en tant que telle, c'est qu'au niveau des ressources, on est moins au courant, finalement. Vraiment. Fait que la personne laisse un site, qui est encore une fois un site gouvernemental, que je vais naturellement partager, moi aussi, là, en barre de description. Yes. Puis tu vois, comme 3e point, la personne dit, 3e, pour tes enfants, tu devrais définitivement considérer un appel à la DPJ. C'est drôle, la personne dit « La DPJ n'enlèvera pas tes enfants », entre parenthèses, « J'ai travaillé en DPJ ». Fait que la personne, tu sais, c'est ça qu'elle essaie de lui faire comprendre, tu sais, dans l'espèce de, tu sais, si tu t'inquiètes vraiment pour tes enfants, ben je pense que c'est toujours mieux, effectivement, pas de prendre les devants, mais de, tu sais, justement, je me dis que si ça vient en fait, quand si tu ça demandes vient de lui, l'aide, ça part toujours très bien aux yeux de la DPJ. Oui, puis c'est parce que on sait pas, tu sais, c'est ça, on sait peu sur cette femme-là qui, visiblement, a effectivement un besoin urgent, tu sais, de consulter ou d'avoir une aide d'une façon ou d'une autre, tu sais, mais c'est ça, je trouve ça bien qu'il a été capable de reconnaître ce qu'il vivait, puis quand je dis que j'avais peur des commentaires, c'est que j'avais peur que certaines personnes minimisent un peu ça, parce que j'ai l'impression que, puis la prochaine publication, c'est ça, mais on va en parler, mais des fois, on a comme la difficulté à imaginer qu'un homme peut être victime de ce genre de violence-là, alors que la violence, c'est de la violence, tu sais, dans le sens où je vois pas pourquoi le même genre de commentaire qui affecte négativement une femme n'affecterait pas négativement un homme. Je comprends pas. C'est ça que j'aime un peu. J'ai jamais compris, en fait. Ben non, c'est ça, parce que c'est ça que j'aime d'Internet un peu quand on dépose des posts, parce qu'on devient un peu tous non-genrés, puis on est juste des âmes. Fait que lui, il s'appelle un homme, il le dit dans sa publication, mais au final, on a un paquet d'âmes qui écoutent une âme, qui souffre, et là, ça n'a plus rapport. Et ça, c'est un des côtés avantageux, puisqu'on va se le dire, il y a une liste longue de même de côtés désavantageux d'Internet. Complètement.
complètement. Mais il y a une liste longue de même aussi davantage. Ben oui. Ça, c'en est un. Ben, tu sais, surtout... non-genrés, je trouve. Ben, surtout Reddit, ça a une bonne et une mauvaise réputation, on va dire. Tu sais, moi, j'aime me faire ressortir le beau, naturellement. Mais tu sais, oui, je sais là, qu'il y a du lait là, sur Reddit. Mais j'ai envie de dire comme n'importe quel site Internet ou comme n'importe quel réseau, là, c'est rendu là. Ben oui. Mais oui, effectivement, tu sais, moi, je lis des publications qui... Je le mentionne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais ça ne change rien. Je sais, j'écoute tous tes épisodes. Non, mais tu le sais, des fois, je suis comme... Ben oui, ça change rien. Tu nages. Ça change rien. Non. Tu sais, dans le sens que ça change rien. Des fois, l'âge, tu te dis, tu sais, mais encore là, des fois, non. Tu sais, dans le sens où, comme, c'est... Mais non, mais tu sais, mettons, je pense au podcast de Steph puis Tom, tu sais... Couple ouvert, puis que j'écoute tout aussi. Puis, tu sais, on voit la tangente des dates où ce que la personne est pognée dans une situation malaisante qu'elle n'ose pas partir. C'est souvent des personnes plus jeunes d'âge. C'est leurs premières expériences de date ou dans les premières. Puis là, ils sont mal à l'aise de dire non, de partir. On parlait justement de consentement précédemment. Mais il reste quand même qu'effectivement, l'âge ne change pas grand-chose. Le sexe ne change rien. Puis en matière de victimes d'actes criminels, quels qu'ils soient, donc agression sexuelle, physique, psychologique, il y a pas de sexe. Puis même que je trouve que à ce stade-ci, notre évolution dans notre société, puis notre système de la justice, on a encore un pas à franchir pour les hommes. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je tenais vraiment. Moi, là, je travaille dans une approche qui s'appelle la schémothérapie. Quand on travaille en schémothérapie, là, j'aurais pas le temps de t'expliquer les concepts, mais j'aimerais ça, par exemple. Mais si les gens veulent en apprendre plus sur ça, par exemple, j'ai plein de capsules sur la chose. On va se concentrer sur l'enfant à l'intérieur. Donc, celui dont les besoins affectifs ne sont pas répondus et ça va donner lieu à de la tristesse, de la colère, de la solitude, etc. Quand on se concentre sur l'enfant qui est à l'intérieur d'une personne, moi, j'ai vu beaucoup d'hommes dans mon bureau, peu importe leur âge. À l'intérieur, il y avait un petit gars de 3-4 ans qui subit de la violence. Puis là, ça commence à faire longtemps que dans les études, on l'a démontré. Là, violence psychologique, là, c'est encore plus pernicieux au niveau des effets à court et à long terme sur l'esprit et les relations, les émotions, l'estime d'une personne. Donc, quand un petit coco intérieur vit de la violence psychologique d'une personne qu'il aime beaucoup, la souffrance est exactement la même, avec en plus le tabou de ne pas pouvoir en parler autour de lui, au risque de se faire dire, ben voyons, va-t'en, c'est une folle, c'est dans ta tête, t'es faible, t'es pas un vrai homme, t'es ci, t'es ça. Puis tout ce que t'avais peur de lire. Mais que, heureusement, on s'améliore en 2024. Écoute, dans ce que moi j'ai lu, puis tu sais, c'est ça, j'ai pas lu tous les commentaires, mais c'est là que je trouve ça important d'en parler. Puis, je suis fatigante, mais je reviens avec la notion de féminisme, parce que pour moi, c'est relié, parce que, tu sais, on parlait d'égalité, c'est ça, c'est que pour moi, l'égalité vaut dans tous les sens, finalement. Égalité, c'est égalité. Ben, c'est ça, tu sais, dans le sens où, tu sais, là, c'est parce qu'il y a différentes approches, ou en tout cas différentes sortes de féminisme, dans lequel, où moi, je m'en vais plus dans le féminisme intersectionnel, mais l'important, en tout cas, de ce que moi, je trouve effectivement vraiment important, c'est toujours de se dire, si dans une telle situation, on inverse les genres, on inverse les rôles, peu importe, puis qu'on se dit, mon Dieu, ça serait pas acceptable, tu sais, si c'était une femme ou quoi... Pourquoi là, ça l'est acceptable pour un homme? Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup. On dirait que des fois, je suis comme... J'ai un malaise avec ça. Puis c'est ça, c'est que je pourrais parler d'un livre, là, moi, que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai vraiment apprécié, Pour l'amour des hommes, de Liz Plank. Et dans son livre, en fait, elle présente différents portraits d'hommes qui, eux, nous parlent finalement de leur perception de ce qu'est être un homme, la masculinité, tout ça. Puis souvent, on vient déconstruire, on parle de leur expérience à eux, puis c'est ça, ce qu'on comprend, c'est que les hommes sont parfois dans un carcan où ils peuvent pas justement sortir de ça, être à l'aise avec leurs émotions, à demander de l'aide, à justement, juste comme s'exprimer finalement, ne serait-ce que de comment je dirais, proprement dire comment ils se sentent. Je pense que là, du moins que pour les femmes, c'est plus facile de clairement exprimer comment on se ressent. Des fois, j'ai l'impression... C'est mieux accueilli, là, c'est beaucoup plus accueilli, alors que les hommes, des fois, ça va être « je suis fâchée ». OK? T'es fâchée, t'es frustrée, t'es déçue, je suis fâchée. Là, tu fais... Okay, c'est comme la seule émotion acceptable pour les hommes. Oui, puis j'ai dit « je suis fâchée », puis c'est pas pour rien, parce qu'on dirait que tout revient à ça, alors que des fois, c'est un mélange de plein d'émotions, puis tu te dis, ça serait tellement le fun et pertinent qu'ils se sentent justement plus accueillis dans toute la complexité de comment ils se ressentent. Je trouve que c'est important, en gars, d'avoir un ou des amis avec qui ils peuvent être 100% transparents.
je pense qu'encore une fois, pour les femmes, pour les filles, c'est plus normalisé, encouragé d'avoir comme sa meilleure amie ou sa meilleure amie avec qui on dit tout. Les gars, je peux pas parler, je suis pas un gars, mais mettons, j'ai 2 frères, bon, j'ai mon chum, j'ai quand même bien des hommes autour de moi, puis j'ai envie de dire heureusement, mettons, je pense à mon chum ou à mes frères, je sais qu'eux, dans leur cercle, ils ont d'autres gars ou d'autres personnes avec qui ils sont à l'aise d'être 100% eux-mêmes. Peut-être que je me trompe, mais c'est que des fois, j'ai l'impression que la conjointe, la blonde, va venir combler ce rôle-là, alors que si ça va pas bien dans le couple, avec qui ce gars-là parle? Ah, c'est tellement important que j'amène d'autres choses, je dérive. Non, mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que... C'est important, je trouve, d'avoir un cercle, là, vraiment, où vous pouvez être 100% vous-même, puis de pas sentir de jugement. Parlez-vous, les gars. Oui. Bien là, je suis obligée de parler des besoins affectifs. Ça, c'est trop important. Bon, dans la schémothérapie, on va dire qu'il y a 7 sortes de besoins affectifs universels. Tous les êtres humains les ont. Quand on vient au monde, bien sûr, ton parent est en charge d'y répondre parce que tu n'as aucun moyen de répondre à tes besoins essentiels et à tes besoins affectifs. Puis en grandissant, on apprend à répondre à ces besoins-là. Dans le cas qu'on parle là, puis que j'ai vu vraiment, vraiment souvent, là, je ne vais pas tout traverser les besoins affectifs. Il y en a beaucoup. Il y en a 7, OK? Mais on va parler de besoins d'amour, OK? Ou de relation à l'autre et de besoins d'expression de soi. Quand dans ta vie, tu as une seule personne pour t'aider, une seule relation pour t'aider à répondre à ces besoins-là, qu'est-ce qui arrive quand la personne, ça ne tente pas, n'est pas capable, elle ne veut pas, ou que c'est avec cette personne-là que tu as un problème? Bien, tu te retrouves un peu aliéné, isolé, et ce gars-là est sorti sur Internet pour dire Houston, je suis toute seule chez nous. Je ne sais pas ce que j'ai avec Houston aujourd'hui. Je suis toute seule chez nous et je n'ai qu'une personne où je me sens aimée et où je peux parler. Puis la réalité, c'est que même pas. Parce que la plupart du temps, quand il y a ça, on ne se sent pas aimé pour qui on est. On ne se sent pas qu'on peut dire quoi que ce soit. Il fait juste parler, d'aller consulter. Puis sur la défensive, on a une crise, tu sais. Fait que lui, tu sais, dans les modes, les personnages qu'on a à l'intérieur, tu sais, tantôt, j'ai parlé du mode enfant vulnérable ou du petit coco intérieur. Bien, on a différents modes enfants qui vont être justement quand nos besoins affectifs sont pas répondus, bien, ces modes-là vont sortir. Donc, on les a depuis qu'on est tout petit. C'est juste une manifestation de nos émotions. Mais très rapidement, des fois vers l'âge de 1 an, on commence à développer des modes, de mécanismes de défense. Donc, tu as le critique qui va exiger de toi que tu sois parfaite, que tu ne perdes jamais la face, qu'on va t'aimer seulement quand tu vas être la perfection. Fait que lui, il est très dur envers toi, il est jugeant, il est dévalorisant. Et on a ce mode-là ici, qui est le sauveur, le soumis, qui est la partie qui dit au diable mes besoins, mes désirs, mes préférences, mes valeurs. Je vais tout donner à l'autre comme ça. Il n'y aura pas de conséquences, elle va m'aimer, je ne vais pas le perdre, etc. Et là, ce monsieur qui nous a fait son témoignage sur le forum, il est probablement beaucoup dans un mode sauveur dans sa vie. D'ailleurs, c'est même possible qu'ils se soient attirés l'un l'autre parce qu'il a vu la petite fille vulnérable à l'intérieur d'elle. Oui. Et là, graduellement, il s'est soumis à des mécanismes, à des fonctionnements, des dynamiques relationnelles que probablement lui-même avait observées quand il était tout petit et qui se sont répétées dans cette dynamique-là. Donc là, je vais dire ceci à ce monsieur et à tous les messieurs qui sont des grands sauveurs d'âmes esseulées et souffrantes. Quand il y a des enfants qui nous regardent, ils vont automatiquement être affectés par cette dynamique-là. Et ils auront le choix ensuite d'être à la fois la victime soumise dans leur relation ou la personne violente qui domine l'autre, comme c'est le cas dans cette relation-là. Fait que ça m'est arrivé que des parents me consultent, des mères, des pères, presque à égalité en termes de chiffres. Et ça a été ce mode-là qui leur a permis de sortir de la relation en disant, pour moi, je ne suis pas encore assez guérie puis soignée pour penser que j'en vaut la peine de sortir de cette relation-là à cause de toutes les dynamiques qu'on apprend. Mais pour mes enfants, par exemple, je peux faire quelque chose. Tu sais, lui, c'est Coco en ce moment, ben, c'est Cocotte. Ils ont 5 ans et 9 ans. Right? Ça fait 2 ans, la publication? Tu m'as dit 3 et 7 ans tantôt. T'as bien fait. Ouais, ça serait ça, Ouf, j'ai passé mes maths. Je me disais justement, j'étais comme, on a déjà fait le calcul, genre de... Oui, bien parce que je fais ça va vite, toi. Ben là, c'est parce que je fais toute l'histoire dans ma tête aussi. Oui, je comprends. Fait que là, je me dis, il y a déjà une petite cocotte de 5 ans, une petite cocotte de 9 ans qui observe ça depuis plusieurs années. Ça commence à être très ancré, mais il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Moi, j'ai même aidé des hommes, par exemple, de 75 ans
qui vivaient des difficultés de violence conjugale avec leur partenaire depuis 50 ans, puis on a réussi à faire des changements en prenant conscience des blessures. Parce que le petit coco intérieur, il y a 4 ans ou il y a 3 ans dans tout le monde. Ça n'a pas d'importance. Mais pour ces enfants-là, il est loin d'être trop tard. Et même pour cet homme-là et cette femme-là, il est loin d'être trop tard. Mais il faut aller chercher de l'aide. D'ailleurs, j'en profite pour revenir avec Ivac. Cet homme-là, il est dans une situation où il peut clairement demander l'aide d'Ivac, même s'il reste dans la relation puis qu'il ne fait rien d'autre. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que, tu n'as pas à nommer, tu n'as pas à dénoncer ton agresseur, mais même quand ils vont t'envoyer des lettres pour t'accepter ou t'envoyer des remboursements, il n'y a même pas le logo d'Ivac dans le coin de l'enveloppe. Wow. Fait qu'à moins qu'elle rouvre la lettre, mais même si elle rouvre la lettre, son histoire à lui ne sera pas écrite. Non, c'est ça. Ça va juste dire « Votre demande a été acceptée », blablabla. Et ça permettrait, par exemple, d'avoir le droit à un avocat. Ils peuvent payer des services d'avocat. D'avoir le droit à des psychologues, des travailleurs sociaux, des intervenants pour lui, pour son couple, de la médiation, mais pour ses enfants aussi. Oui, c'est tout ça. Fait que, Oh là là, je trouve ça tellement intéressant dans jaser, parce qu'on dirait que j'ai comme pas eu l'occasion d'aborder ce genre de sujet-là. Puis là, naturellement, vu que j'étais avec toi, on dirait que je suis comme, on va dans des trucs plus... c'est ça, plus poussés, plus complexes, tu sais. Puis parce que je sais aussi qu'il y a des gars qui écoutent le podcast, puis ça, je trouve ça cool aussi. Je l'ai toujours dit parce que j'ai jamais... comment je dirais? J'aurais pu viser un auditoire plus féminin, puis aller dans des... comme un regard, si on veut. J'aurais pu, là, y aller dans des trucs plus... c'est ça, plus féminin, mais on dirait que moi, ça a toujours été bien important que je puisse rejoindre un peu tout le monde. Oui. Puis c'est très unisexe, ton podcast. Je trouve ça important parce que, justement, on parle de témoignages comme ça, de trucs en ligne, puis je me dis, en ce moment, justement, pour les gars, ça a l'air plus facile de partager des trucs en ligne comme ça, fait que pourquoi pas le faire? Puis il y a peut-être d'autres podcasts que moi, je connais pas, tu sais, qui vont aborder justement la santé mentale, peut-être plus spécifiquement là, pour les hommes. Puis j'invite les gens, justement, en commentaire, si vous connaissez des podcasts ou qu'ils soient québécois ou pas, là, ou des ressources quelconques qui pourraient aider de près ou de loin les hommes, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je trouve ça super important parce que, ultimement, j'ai l'impression que des hommes qui sont dans un bel espace mental, j'ai envie de dire, ou qui sont bien avec eux, qui peuvent s'exprimer, puis qui sont bien, ultimement, tout le monde bénéficie de ça, je pense. Absolument. Tu sais, dans le sens où... C'est ça, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on voit les choses très catégorisées, mais en bout de ligne, c'est qu'on veut tous une forme d'harmonie et une forme d'unicité, dans le fond. Tu sais, on veut que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien. Fait que c'est pas que de prioriser un genre plus qu'un autre. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Oui. Ah là là. Écoute, une autre publication, on est toujours dans... violence conjugale. On va rajouter la notion d'abus sexuel aussi. C'est encore un homme. Cette fois-ci, ça vient du subreddit True of My Chest. Donc là, on suppose que c'est américain, c'est un Américain, du moins, qui a écrit ça. Ça a été publié il y a 3 ans. Puis c'est ça, l'angle est quand même différent. C'est pour ça que je te disais, Parfait. comme j'ai 2 publications, mais tu sais, je trouvais ça important de lire les 2. Donc le titre, « Je suis un homme victime de violence conjugale et d'abus sexuels. Ma femme a été violente physiquement et sexuellement tout au long de notre mariage. Je suis la personne dont les militants du mouvement pour le droit des hommes prétendent défendre, alors que les femmes n'y prêtent pas attention. De ce que j'ai vécu, le rejet des victimes masculines est surtout un problème d'hommes. Naturellement, il s'agit de ma propre expérience, mais ça va quand même à l'encontre d'un discours que beaucoup de gens défendent. Je vais peut-être recevoir des commentaires haineux en partageant mon histoire ou les différentes statistiques qui contredisent certaines idées préconçues, mais je m'en fous. Quand j'ai décidé d'en parler pour la première fois, je me suis confiée à des amis, des hommes, et à mon père. Les réponses étaient parfois des moqueries sur le fait que je me laissais abuser par une femme ou encore des commentaires qui sous-entendaient qu'eux adoreraient se faire violer par une femme. D'autres disaient que si leur blonde levait la main sur eux, elle finirait à l'hôpital. Ce genre de truc. Mon père m'a dit que c'était vraiment gênant et que je devais arrêter d'en parler avec d'autres personnes. Aïe, aïe, aïe. Un gars en particulier a ri du fait que j'étais dans ce genre de situation. Il m'a conseillé de ne pas me divorcer parce qu'une fois en cours, on ne me croirait pas, que ma femme ferait en sorte que je n'aie plus une scène et que je ne reverrai plus jamais mes enfants. Le croire a été la principale raison qui explique pourquoi j'ai pris autant de temps à sortir de cette relation. Après 5 ans de violence, j'en ai finalement parlé à une amie. J'avais peur d'en parler à d'autres personnes considérant les dernières expériences, mais comme je savais qu'elle avait elle-même fui une relation amoureuse abusive, je me suis dit que s'il y avait bien une personne qui pourrait me comprendre, ce serait elle. Elle a été gentille, elle m'a vraiment aidée. Elle m'a tout de suite dit que ce n'était pas de ma faute.
et qu'elle me soutiendrait dans les prochaines étapes. Elle m'a donné un double de sa clé à utiliser si j'avais besoin d'un endroit sécure et m'a fait comprendre que je pouvais m'y rendre n'importe quand, sans question posée de sa part. C'est grâce à elle si j'ai commencé à faire les démarches pour quitter cette relation. Quand j'ai finalement déménagé et que j'ai commencé à expliquer la raison aux gens autour de moi, ce sont les femmes autour de moi qui m'ont soutenue. Beaucoup d'hommes m'ont ignoré, certains se sont moqués de moi. Même les femmes qui étaient des amies de mon ex avant qu'on se marie étaient vraiment choquées de découvrir ce côté-là de leur amie. Beaucoup ont pris mon bord et elles sont encore mes amies aujourd'hui. Concernant la garde de mes enfants, j'ai pas eu l'impression que la cour favorise un genre plus que l'autre de nos jours. Il est vrai que pendant des années, la garde des enfants était donnée par défaut à la mère, mais les statistiques démontrent que ce n'est plus le cas de nos jours. En fait, la plupart des cas ne se rendent pas en cours. L'écart entre les femmes et les hommes qui obtiennent la garde s'explique par le fait que les hommes en font moins la demande que les femmes. Lorsqu'un tribunal intervient, la règle par défaut est 50-50, à moins qu'il y ait une raison importante pour qu'une personne n'ait pas la garde. Bref, j'ai réussi à obtenir la garde de mes enfants et mon ex me paye une pension alimentaire. Mon ami, entre guillemets, celui qui est un grand défenseur du mouvement pour le droit des hommes, persiste à croire que je suis une exception, même si je lui montre les statistiques qui confirment mon point de vue. Je serai toujours reconnaissant envers les femmes qui m'ont offert de l'aide pendant mon divorce. Je sais que si je m'étais pas ouvert à elles, je serais encore dans une relation amoureuse violente et mes enfants seraient à risque d'être des victimes de mon ex. Il y a encore des hommes de ma famille qui font des blagues sur ce que j'ai vécu, mais peu à peu, je les sors de ma vie. Ce genre d'abus peut détruire ta confiance en soi. J'ai longtemps pensé que je méritais d'être frappée et rabaissée, alors qu'au contraire, je mérite le respect et la gentillesse. Ce sont les femmes de ma vie qui me l'ont appris. T'as du talent pour choisir les posts, Oui. hein, les publications. C'est vraiment excellent. Je suis faberglastée de ça. C'est parce que ce que j'aimais d'elle, comme je te disais avant qu'on enregistre, c'est que là, on a le cas d'une personne qui a demandé de l'aide et qui, malgré un peu les idées peut-être véhiculées de... Puis il l'a mentionné lui-même, on le sait bien, elle va tout te prendre ton cash, tu reverras pas tes enfants. Puis bon, je trouvais ça pertinent de montrer une histoire où, ben, dans son cas, à lui, ça s'est somme toute bien passé. Puis là, je le sais que c'est pas quelqu'un du Québec, puis je suis pas en train de dire... C'est un peu comme tantôt, c'est du cas par cas. Je suis pas en train de dire que forcément, les choses vont aller comme vous le désirez si vous entreprenez des démarches, mais je pense mais ça que, démontre une amélioration. Oui, puis je pense que oui. Comme dans les sociétés, mettons, je trouve que, règle générale, les Américains sont en retard sur nous. Hein, t'entends pas ça souvent, dans le sens des droits humains. Puis, par exemple, on reconnaît des droits aux animaux, puis on n'a pas le droit de frapper un animal parce que c'est un être vivant. Puis, il y a des affaires qu'on est en avance. Fait que de voir que même aux États-Unis, c'est rendu comme ça, que ça se peut. Donc, c'est cas ça. par cas. Parce que là, ça, c'est un peu triste, mais c'est pour ça qu'on peut faire appel. Tout dépend du juge qui est assis en face de toi aussi. Malheureusement, oui. Et des avocats et de la personne. Mais cette personne-là est un exemple de... Je ressens beaucoup d'admiration parce qu'il est allé à contre-courant. Et pour un homme, dans notre société, qui vit ce genre de choses-là et qui, en plus, a tous les facteurs de risque pour te choquer en cours de route, c'est exceptionnel. Il a fait quelque chose d'exceptionnel, pas juste pour son propre petit coco intérieur, mais pour ses enfants aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Ce que tu as dit, ça me crash le cœur quand j'entends des affaires de même. Là, je pogne un moton dans la gorge. Puis même, on va le voir sur... visuellement, tes réactions. La main au front, ça représente souvent la honte. Quand le père a dit « Hey, arrête de parler de ça, c'est gênant. » C'est vraiment triste. Sais-tu qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ben voilà, pourquoi il s'est retrouvé dans une relation de violence conjugale. Il y a eu un papa comme ça. Je sais pas que c'est tout le portrait. Non, mais ça pourrait être une... Ben là, c'est clair. Mais c'est ça qui est... T'sais, tu vis de la violence, ben ferme ta gueule avec ça, puis encaisse parce que tu nous fais honte. Quoi? Puis pas juste ça, l'incitation aussi à la violence. Il y a un des amis qui disait, moi, si ma blonde elle lèverait la main sur moi, là, tu peux être sûr qu'elle finirait à l'hôpital. Tu sais, là, je mets des gros guillemets là, sur la personne qui prétend ça. Moi, ça me choque parce que je me dis, mais en quoi ça règle le problème? Non, mais c'est dégueulasse, en fait. T'sais, OK, on va se taper sa gueule. Mais c'est ça, mais c'est là que ça revient souvent à un manque d'éducation, à un manque d'ouverture, à un manque de... Puis, tu sais, c'est ça, c'est que dans ce cas-ci, je trouve que c'est un bon exemple qu'on n'avait pas dans la première situation où là, tu sais, visiblement, la personne a essayé d'en parler, malheureusement, puis la première fois, ça n'a pas été un résultat positif. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Tu dis la première fois, mais c'est comme à répétition même. Puis c'est parce que, tu sais, là, on s'entend, l'homme, on sait pas, il habite où dans les États-Unis, on sait rien, mais
ça reste que, puis on pourrait l'appliquer ici au Québec, malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui Ben oui. probablement réagiraient de la même façon. Puis il est là le problème, justement. Tu sais, puis c'est ça qui est fâchant, c'est de se dire pourquoi on prend ça à la légère. On ne devrait pas prendre ça à la légère, ce genre de demande d'aide-là. Ça a dû y demander tellement de courage d'en parler à des amis. C'est pas pour rien que je ressens l'admiration. D'en parler à son père, mais d'en retour, finalement, recevoir une vague de honte, peut-être de gêne. Puis ça a été long avant qu'il en reparle, puis... D'humiliation aussi. Moi, complètement. Imagine la phrase, moi, j'aimerais ça me faire violer par une femme, mais ça va-tu dans ta tête de dire une affaire normale? Mais oui, mais ça, c'est que moi, je me souviens, là peut-être, je sais pas, 10-15 ans, là, c'était comme, tu sais, l'espèce de débat, ça se peut-tu, ça, être un homme puis être violé? Toute cette question-là, où ça se peut-tu être un homme et être agressé? Puis là, tu fais, wow, attends une minute, là. On mélange les affaires, là, comme c'est choquant. Tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on parle de quelque chose qui est important par rapport à ça, parce que ça revient à ce qu'on a parlé dans l'autre publication, tu sais, l'expertise que je t'ai cherchée sur la culpabilité puis l'humiliation. Un des aspects, puis ça touche vraiment beaucoup les hommes agressés sexuellement. Un des aspects les plus culpabilisants dans les agressions sexuelles, qui a été démontré dans les études, c'est quand le corps a ressenti du plaisir. Donc, si, par exemple, le corps de la femme ou de l'homme a ressenti du plaisir ou une érection, ou pire encore, un orgasme. Un orgasme, oui. Et dans tous les cas, c'est possible. C'est un mécanisme. Dans le corps, il y a une partie mécanique qui peut se faire. Fait que oui, tu sais, mettons, quand on parle de sexualité, mettons une femme qui aurait de la difficulté à avoir un orgasme, il peut avoir de grands aspects psychologiques. Oui. Mais le corps peut aussi avoir des orgasmes juste par réflexe mécanique, tout comme des érections. Et donc, dans les agressions sexuelles contre les hommes, ce qui est confusant, c'est que l'homme peut, la plupart du temps, va avoir une érection et pourrait même avoir une éjaculation. Donc, il y a une culpabilité qui vient avec ça et même un préjugé que là, maintenant, on sait faux, mais qui a longtemps couru sur, un homme ne peut pas être agressé, il est volontaire, il y a du plaisir, il y a une érection, il y a un orgasme, mais ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est comme si d'assumer que parce que le corps a une réponse qui est, somme toute, on va dire, normale selon... Mécanique. Tu sais, mécanique, c'est le mot, c'est ça. C'est vraiment un meilleur terme que normal, mais oui, c'est mécanique, finalement, d'assumer que parce que le corps a une réaction... Avec ça. Oui, puis je fais un parallèle parce que ça vaut pour les hommes. Tu sais, on va ailleurs, là. Peut-être que je mettrai d'autres traumas-avertissements. Mais, tu sais, on peut parler des enfants, justement, qui, quand vont être agressés, peu importe l'âge, des fois, il y a des enfants, justement, qui, de par le fait que leur corps apprécie ça, dépendamment de l'âge, parce que de très jeunes enfants, mettons avant 8 ans, là, du peu de connaissances que j'ai sur le sujet, je le mentionne, parfois, ils n'ont pas encore la notion de pudeur ou de ce qui est leur corps. Surtout si la personne qui va les agresser est quelqu'un qu'ils connaissent bien, un proche, c'est souvent ça, qui amène ça comme un jeu. Puis que là, en plus, leur corps a du plaisir. Ben, on le sait aujourd'hui, on fait... N'importe qui ferait, voyons, donc ça reste une agression. Pourquoi donc? Mais pour l'enfant, c'est tellement confusant. Mais pour l'enfant, c'est confusant. Donc, mais c'est de faire un parallèle. Je sais que je compare peut-être deux sortes de très... fruits, mais ce que je veux dire, c'est que je fais juste comme... c'est ça, le parallèle, finalement, parce que c'est pas parce que ton corps a une réaction quelconque, puis moi, ça va me fâcher dans certains, justement, en cours, il y a des gens, il y a des avocats qui vont la poser la question, avez-vous joui? Tu sais, c'est ce genre de... Toute cette dimension-là est tellement complexe, puis c'est pour ça que longtemps, on dirait que moi, en tout cas, il y a une couple d'années, je me souvenais que c'était donc un débat de, justement, les hommes, ça peut pas être agressé, puis... Et là, on a, tu sais, je pense qu'il y a du chemin qui a été fait, on a encore du chemin à faire, puis je pense que ça s'enligne vers le bon chemin, mais, tu sais, dans tous les cas, tout ça pour dire que c'est inacceptable d'avoir ce genre de commentaires-là, de minimiser ce que ton chum, ton ami, ton frère, peu importe, tu sais, vit. Ça demande tellement de courage. Je veux pas imaginer ce que ça a été pour lui, justement, après de retourner chez lui puis de faire « Oh, OK, il n'y a pas d'ouverture là. » Il a dû tellement se sentir tout seul. Il y a un... Je te dis, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne-là, d'avoir persévéré, et pas dans la haine et la revanche. Non, dans quelque chose qui est sain pour prendre soin de lui et de ses enfants. Et il l'a dit, quand il l'a dit, j'ai eu une réaction aussi. Graduellement, je me défais des relations, et ça peut inclure ton père ou ta mère. Ben oui, quand cette personne-là... Tu sais, dans le fond, imagine une fille qui dirait...
à son père ou à sa mère, j'ai été violée. Hey, arrête d'en parler, tu nous gênes. Écoute, on serait toutes faberglassées. Mais ça se peut. C'est une autre forme de violence psychologique particulièrement insidieuse. Il n'y a aucune relation dans la vie que tu es obligé d'avoir. Et c'est pas parce que tes parents sont tes parents ou tes proches ou ton frère ou ta sœur que tu es obligé de rester en relation avec eux. Quand on fait justement l'analyse des besoins affectifs puis que la personne, il n'y a aucune chance que tes besoins soient répondus ou pire encore, que tu vis des traumas ou de la violence avec cette personne-là, tu es 100% justifié de l'avoir dans ta vie, de décider de ne plus l'avoir dans ta vie. Puis je veux parler aussi, tu sais, moi, le parallèle par rapport au corps qui a du plaisir, j'utilise souvent le parallèle avec les chatouillements. Moi, personnellement, je déteste les chatouillements, mais si tu me chatouilles les pieds ou la tête, mon corps va rire. Oui, je comprends. On fait souvent ça avec un enfant. On va le chatouiller. Là, ça nous fait rire parce qu'il rit. Mais est-ce qu'il veut vraiment? Donc, c'est pas parce que mécaniquement, il se passe quelque chose avec ton corps que ça veut dire qu'on a... on l'a lu tantôt dans la description d'une agression sexuelle. Est-ce que j'ai donné mon consentement? Non. Peu importe comment mon corps réagit. Puis l'autre affaire que je veux parler puis que je pense qui est vraiment important, c'est le viol conjugal. Les agressions à l'intérieur des couples, peut-être encore plus dans les mariages, peut-être encore plus dans là où il y a des croyances religieuses, il y a comme une espèce de devoir. Écoute, on appelle ça le devoir conjugal. C'est dire, là. Oui, mais je pense que... Oh, mon Dieu, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est dans les années 80 que le viol conjugal a été reconnu comme... Comment je dirais? C'est ça, non plus, je sais pas la date, mais c'est tout récent. Dans ma tête, j'ai 83, mais... Je me trompe probablement. Allez faire vos propres recherches, mais il me semble que ça a été justement le début des années 80 que la notion du viol conjugal a comme été reconnue comme étant quelque chose de problématique et d'existant, puis de, tu sais, comment je dirais, considéré comme tout autre viol, j'ai envie de dire, dans le sens que... Mais ça fait pas si longtemps, c'est ça qui est choquant, c'est de se dire qu'avant ça, donc... on utilisait les mots « devoir conjugal ». Tu sais, c'est ça. C'est complètement fou. C'est fou, là. C'est fou, puis c'est très... tu sais, l'inconscient collectif, c'est fort. Le genre de propos que cet homme-là a reçu quand il a commencé à s'ouvrir, tu pourrais investiguer, mettons, près de... Je vais prendre son ami qui a dit j'aimerais ça, moi, me faire violer par une femme ». Puis que tu regardes ses valeurs puis sa vraie personnalité, son propre coco intérieur, puis il pense pas ça pantoute. Mais c'est tellement ancré fort. Et le devoir conjugal, là, c'est ancré dans la religion depuis longtemps. Il y a même pas 100 ans, on n'avait pas le droit de se protéger parce que ton devoir, c'était d'avoir des enfants. Donc, quand ton mari était prêt, il n'y a pas de consentement ici, là. C'est comme si quand tu avais dit oui devant l'autel, c'est un consentement à vie pour tout. C'est fou, hein? Les enfants aussi, ça fait pas tant que ça qui ont des droits. Ça fait plus de temps, mais il n'y a pas si longtemps, c'était considéré comme des choses. Tu racontais l'histoire, et ce matin même, j'écoutais un épisode du podcast Distorsion, où l'homme et la femme est japonaise, l'homme est... je me rappelle plus de sa nationalité, mais il se retrouve... il habite en Ontario, il se marie en Ontario. Ils ont 2 enfants. La femme, elle a des choses un peu comme sa culture japonaise, elle est comme très froide, pas très affectueuse, mais ils ont plein d'autres avantages. Ils se mettent ensemble, ils sont heureux, partent en voyage au Japon pour rencontrer la famille avec le petit garçon. Un matin, le gars se lève, s'en va prendre sa douche et sa femme n'est plus là. Elle est partie avec tout. Le numéro n'est plus en service. Au Japon, l'enlèvement parental est légal. T'appelles la police... Puis ils disent « Ah, ta femme est partie. Bon, on peut rien faire. » Puis ils raccrochent. Tu sais, fait que ça dépend vraiment de où t'es. C'est terrible, hein? Ça fait 10 ans de ça et ce gars-là se bat encore aujourd'hui. C'est triste, hein? C'est triste, hein? Ça choque. Mais c'est ça, c'est là de voir que, mon Dieu, d'un endroit à l'autre sur la planète. à l'autre, des lois à l'autre. C'est pour ça que je parle de l'inconscient collectif puis de comment c'est fort. T'imagines? T'sais. Fait qu'ici, sa femme et son enfant font partie des personnes les plus recherchées au Canada, là, la GRC, puis tout ça, tout est là-dedans. Mais ça sert à rien. Au Japon, il n'y a rien. Oui, puis la femme le savait, dans le sens qu'elle a attendu justement d'être au Japon, j'imagine, pour passer à l'acte. Mais... Oh mon Dieu, je vais pas imaginer. On dirait que j'ai comme un... quand tu m'as raconté l'histoire, je me suis dit, oh wow, tu sais, on dirait que ça a mis un baume sur mon cœur après avoir écouté cette histoire-là d'un matin, là, tu sais. Ah non, c'est particulier, mais c'est ça. Je trouve ça le fun, justement, qu'on en jase. Puis c'est sûr qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, qui arrête pas de me répéter, parce que je fais tout le temps l'avocat du diable avec moi-même dans mon cerveau. C'est génial, mais tu sais,
je me dis, j'espère que ça choquera pas certaines personnes, le fait que, justement, on est 2 femmes qui parlent de cet enjeu-là, tu sais, de violence conjugale, mais en même temps, je sais pas, c'est que je me dis, en bout de ligne, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Ben oui, il faut qu'on en parle. Puis c'est parce que je trouve ça important, Ben réellement. oui. Puis c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, je me dis, tu sais, j'ai des gars qui m'écoutent. Puis je pense aussi que là-dedans, je veux sensibiliser aussi les femmes à ça parce que, Ben oui. justement, on est habitué d'entendre certaines expériences, certains schémas qui concernent les femmes. Ouais. Mais tu sais, de ne pas fermer nos yeux ou de se mettre des œillères pour les hommes autour de nous, Ben que ce soit nos frères, le meilleur ami de notre chum, peu importe. Tu sais, dans le sens de... Des fois, ce n'est que de lancer une petite question ou de questionner certains trucs. Ouvrir je pense des portes. Ouais, de ouvrir des perspective. portes. Puis je reviens à ce que je disais tantôt, je pense, de s'assurer que les hommes autour de vous ont un genre de safe space. Ouais. Je trouve ça tellement Mais moi, je pertinent reviens et tout le temps. important, là. Moi, je reviens tout le temps à mon coco intérieur, tu sais. Fait qu'à ces femmes-là, je dirais, pense à aujourd'hui, tu sais, admettons ton petit frère quand t'étais petite ou ton fils, tu sais, qui serait un jour cet homme qui se fait abuser sexuellement, physiquement. Tu voudrais jamais ça, hein? Ben aujourd'hui, on a comme cette image, tu sais, des hommes, des fois, tu sais, un homme, c'est fort, c'est grand, c'est... mais non, à l'intérieur, il y a un petit coco de 3-4 ans, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense quand même, je vais prendre le crédit qui me revient dans le sens où oui, on est 2 femmes qui parlons de ça aujourd'hui, mais comme psychologue, j'ai une expertise dans les traumas, puis des hommes, j'en ai aidé, puis j'en ai vu. Puis, tu sais, tantôt, on parlait d'âme, puis ça n'a pas de genre. C'est vrai. Je pense que de cet angle-là, il faut absolument qu'on fasse le travail qu'on fait en ce moment. Ben, on continue toujours dans les sujets tabous, mais on va aller dans l'abus familial, qui est comme autre chose. Mais je trouvais ça pertinent d'en parler. Ça vient de True of My Chest, donc de Reddit. Ça a été publié il y a seulement une semaine. Et c'est une femme qui a écrit la publication, elle a 31 ans. Puis au départ, je vais le mentionner, ça devait être dans un autre épisode. Puis après l'avoir relu, je me suis dit, oh, ça cache... Ben pas ça cache, mais c'est ça, c'est lourd quand même. Là. Il y a des trucs qu'on pourrait déconstruire ensemble. Fait que je me suis dit que j'allais la garder pour toi. Yes! Le titre, 4 semaines avant mon départ, ma mère a caché mon passeport. Elle pense que je ne pourrai pas le trouver à temps, mais je l'ai maintenant en ma possession. Ouf, ça part mal. Oui, c'est ça. Pour faire une histoire courte, ma mère a des comportements problématiques. Son attitude relève du cycle de la violence et elle est actuellement dans la phase de crise. J'ai regardé partout dans ma maison pour trouver mon passeport avant de partir en voyage pour quelques semaines. Je voulais m'assurer que tout était en règle et que j'avais mon passeport. À savoir que c'est ma maison, mais elle habite avec moi. Bref, je n'ai pas trouvé mon passeport. L'enveloppe en dessous de mon lit où j'y mets certains documents était vide. J'ai attendu qu'elle sorte de la maison pour aller fouiller dans sa chambre et j'ai finalement trouvé mon passeport dissimulé entre plein de documents, bien caché dans l'un des tiroirs de sa table de chevet. Son passeport à elle était par-dessus. Je l'ai pris et dès qu'elle est revenue à la maison, je lui ai demandé si elle avait vu mon passeport quelque part. Elle a nié et nié sans cesse. J'ai dit que j'avais regardé partout dans la maison, que je ne le trouvais pas. Elle a demandé sarcastiquement si j'avais regardé dans ses tiroirs et j'ai répondu « Non, je devrais, il est là ». Elle a répondu « Non ». À quel point il faut être fou pour voler le passeport de quelqu'un pour l'empêcher de partir. Heureusement, mon passeport est maintenant en sécurité. J'en peux plus, j'ai vraiment hâte qu'elle déménage. C'est un cauchemar de vivre avec elle. Elle me menace parfois de me tuer, de me faire arrêter, etc. Bref, elle croit toujours que je ne l'ai pas trouvé, alors que maintenant, j'ai mon passeport bien en sécurité. Et c'est ça. Donc, à première vue, moi, je me disais, c'est comme satisfaisant comme publication parce que la fille a son passeport. Puis après, je l'ai relu puis j'ai fait, ça cache... Ben, pas ça cache, en fait. C'est pas très bien caché. C'est pas caché, mais je veux dire, ça... C'est ça, c'est une forme d'abus familial particulier. Écoute, hé là là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mettons, j'aurais cette femme-là dans mon bureau et j'en ai déjà eu dans des situations similaires. Bon, comme psychologue, on va pas dire à la personne « fais ceci, fais cela, quitte ceci, quitte cela, quitte... » tu sais, comme... Mais on va amener la personne, évidemment, à... Tu sais, moi, je me rebase tout le temps sur ma schémothérapie. Ouais. Comment, dans cette relation-là, tes besoins affectifs ont-ils des chances d'être remplis? Parce que quand on est adulte, c'est nous qui répondons à nos besoins. Mais bien sûr que les gens à l'intérieur de nos relations peuvent augmenter nos chances ou réduire nos chances d'y répondre à nos besoins. Comment cette personne-là peut-elle se sentir en sécurité dans son propre foyer quand la personne fouille ses choses et cache des choses?
la menace de la tuer, c'est un niveau d'appeler la police, là. Tu sais, je veux dire, comment cette personne-là peut-elle se sentir profondément aimée pour qui elle est? Comment cette personne-là peut-elle exprimer ce qu'elle ressent et se sentir en communication? Tu sais, je peux continuer de même jusqu'aux 7 autres sortes de besoins. Donc, moi, mettons, dans un processus avec une femme comme ça, on traverserait ça. Évidemment, on traverserait aussi... Parce que là, c'est vraiment très intéressant comme public. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle qui me choque le plus. Ben, je peux comprendre. Vraiment... je pense que tu savais pas qu'on allait parler non, d'abus familial. Je pense que c'est pour ça. C'est ça, c'est un petit extra que je me disais, bah, tu sais, si on a le temps, mais c'est ça, parce que savoir qu'on... C'est ça. On avait une discussion, mais je te surprends, là, avec elle. Wouhou! On parle de ça! Mais c'est génial, là. Je suis vraiment contente. Là, ça me dérange pas d'être émotive, puis je suis émotive de mes patientes aussi. Je suis vraiment qui je suis. Mais puis, c'est choquant, là. Oui, c'est vraiment choquant. C'est parce qu'en fait, ce qui est le plus pernicieux là-dedans, les relations dont on a parlé précédemment, donc une relation toute nouvelle ou encore des relations conjugales instaurées depuis quelques années, sont des répétitions, souvent symboliques, souvent copier-coller, de relations, de dynamiques relationnelles toxiques entre un ou deux parents et son enfant qu'on va répéter à l'intérieur de nos relations conjugales. Là, c'est la relation elle-même qu'on étale sur 30 ans. Cette fille-là n'est pas sortie du bois. Non. Mettons, tu me demandes mon avis direct. Il faut absolument sortir cette femme-là de sa vie. Et il n'y a pas de... Oui, mais demain, elle se ramasse dans... Il n'y a pas... Tu sais, je m'excuse. En fait, c'est que l'image que j'ai déjà donnée à des patients pour les aider à faire un choix dans ce sens-là, c'est que tu es sur le bord d'un précipice, puis là, tu as ta mère, puis tu as ta propre petite Marie-Lou intérieure. Et là, tu dois choisir entre les deux. Fait qu'est-ce que tu vas la laisser tomber? Puis tu peux la laisser tomber, mais ça vient avec un prix. Puis en fait, là, ça fait 31 ans qu'elle paye ce prix-là. Souvent, ces femmes-là, là, c'est dommage parce que dans tous les livres que j'ai amenés, j'y ai pensé en plus, juste avant de partir. Je pense que c'est pas d'à propos. Il y a un livre qui s'appelle « Will I Ever Be Good Enough ?» qui est à propos des femmes qui ont eu une mère avec des enjeux ou un trouble de personnalité narcissique. Oh, c'est intéressant. Ah ouais, c'est super complexe parce que... OK, tiens, je vais mettre ça en perspective. On n'est pas sûr que c'est ça. On n'a aucune idée. Je ne les ai pas évalués ni la mère ni la fille, mais ce qui me vient là, intuitivement, cliniquement, c'est qu'une personne qui a des enjeux narcissiques ou qui a un trouble de personnalité narcissique a tellement pas été investie puis aimée, la plupart du temps, durant son enfance, que quand cette femme-là, on prend une femme en exemple, va avoir un bébé, ça va être la première fois de sa vie qu'un être vivant l'aime de manière incommensurable. Et donc, il y a une fusion qui se crée, qui est absolument nécessaire pour le développement du bébé, affectif, même de son cerveau et tout, qui va nourrir énormément la mère. Et là, c'est d'une grande tristesse, parce qu'une personne avec des enjeux narcissiques comme ça, c'est aussi une petite cocotte intérieure qui a énormément souffert. Et là, enfin, elle est nourrie. Et là, il arrive un problème. Vers l'âge d'1 an, de 2 ans, quand l'enfant doit commencer à se distancier, se distinguer, refuser, explorer les limites, être une autre personne, une autre entité que sa mère, il y a un refus de la part de la mère de faire ça. Et l'enfant pourra adopter 2 choses. Devenir un enfant très rebelle et confrontant. Souvent, la plupart du temps, l'enfant n'a pas la force. Parce que son parent, c'est son Dieu, là. Tu connais rien d'autre quand tu viens au monde. C'est son oncle, c'est tout le kit, là. La plupart du temps, l'enfant va devenir le sauveur, le soumis que sa mère veut qu'il soit pour nourrir l'enfant intérieur. Fait que quand on arrive à cette image de dans le précipice, t'as ta propre cocotte intérieure que tu tiens d'une main et la cocotte intérieure de ta mère. Parce que tu l'as vu, tu l'as senti, c'est même d'un point de vue de survie psychique depuis que tu es toute petite. Et tu t'es fait un devoir de donner à cette personne très souffrante ce qu'elle a de besoin. Et, résultat, t'as 31 ans, elle habite chez vous, elle vole tes choses, elle menace de te tuer. Je dis pas que c'est obligatoirement ça, mais je peux te dire que dans mon bureau, j'en ai vu beaucoup. Et c'est pour ça que là, j'arrive avec ce livre-là, Le drame de l'enfant doué, qui est de Alice Miller, une psychologue spécialisée en traumatisme dans l'enfance. Violence parentale, physique, sexuelle, psychologique,
qui va expliquer, au sens de l'enfant doué ici, un enfant qui est doué à donner aux autres ce qui lui est demandé, qui va s'effacer complètement. Et j'ai bien l'impression qu'on est face à un cas typique de ça. Dans mon bureau, j'en ai vu beaucoup. Ce livre-là, ça peut aider vraiment, mais évidemment, c'est juste une portion du travail. Ouais. C'est un soupir qui en dit beaucoup, parce que c'est effectivement... On sent que ça va être un gros travail à venir, tu sais, puis que ça va être challengeant, difficile, puis en fait, c'est que les deux femmes là-dedans ont besoin d'être accompagnées, tu sais. Après, est-ce que là, la mère va être ouverte à avoir une forme d'accompagnement quelconque, tu sais, c'est... Tu sais, je veux dire, les gens en commentaire, essentiellement, suggéraient justement de la sortir de sa vie ou de, tu sais, vraiment comme penser à elle et à sa propre sécurité, parce que là, c'est ça l'enjeu aussi, là, c'est une question de sécurité, c'est pas normal que ton parent... face ce genre de menaces. Oui, puis il y a les crises aussi, là, menacées de tuer, menacées d'appeler la police. C'est... Ouf, c'est lourd, c'est gros, puis... Probablement que toute sa vie, elle a été en fusion comme ça avec sa mère, puis qu'elle commence à prendre conscience là, que... ça va pas du tout. Comment ça qu'elle m'empêche de partir en volant mon passeport? Écoute, on parle, je pense à des histoires où une femme a épousé un homme, mettons comme arabe, elle s'en va dans son pays, il vole son passeport, elle peut plus bouger. On parle de séquestration. C'est des crimes graves. Oui. Là, oups, tu tentes une mère et sa fille, mais on est tellement fusionnels, on est les meilleurs amis du monde. C'est ça. Ouf, probablement que c'est effectivement plus difficile de pouvoir pointer ça du doigt en faisant « Mon Dieu, c'est problématique », ou du moins pour les gens autour, dans le sens que, tu sais, ils les connaissent d'une certaine façon. C'est comme si elle, cette femme-là, n'a pas pu faire son genre de processus d'individualisation par rapport à ses parents. T'sais, moi, toutes les patientes que j'ai eues qui avaient vécu ça, on a fait un travail identitaire. Mais c'est tough, ça aussi, comme ce processus-là. Là. Tu sais, moi, j'ai zéro... tu sais, je suis zéro dans ce même genre là, de situation, vraiment pas, là, mais ça me fait penser quand même... Moi, il y a eu des années où j'ai dû faire ce processus-là d'individualisation, de me questionner, puis de faire... Qui suis-je? OK, qui suis-je? Qu'est-ce qui, pour moi, est une priorité? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je défends? Puis des fois, c'est tough de faire... Ah, ben mes parents défendent plus cette idée-là, moi, je défends plus ça. Tu sais, c'est tout un processus en tant que tel. Fait que clairement que cette femme-là ne l'a jamais fait. Puis que... non. Il faut que le parent... Tu sais, je reviens aux besoins affectifs, OK? Pour que tu puisses en arriver aux besoins affectifs, on va y aller, là, d'autonomie, d'identité et de valorisation. Valoriser pour qui tu es à l'intérieur. Pas ce que tu fais, ce que tu donnes, ce que tu... Bon. Il faut d'abord que les besoins encore plus essentiels ou plus primitifs soient répondus. Est-ce que je suis en sécurité dans cette relation-là? Ou est-ce que si je dis non, elle va menacer de me tuer? Est-ce que je me sens profondément aimée pour qui je suis? Ouf. Ou encore, est-ce que on a des limites claires sur ce qui se fait et ne se fait pas, comme fouiller dans les choses de l'autre et cacher des choses pour répondre à ses propres désirs ou besoins? Comment veux-tu que cet enfant-là, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, puis de 14 ans, de 16 ans, de 17 ans, aille répondre à son besoin d'identité quand elle n'est pas en sécurité dans son foyer, qu'il n'y a aucune limite, qu'elle n'est pas aimée pour qui elle est profondément à l'intérieur, mais bien pour probablement ce qu'elle donne, être la sauveuse de sa mère. Fait que les deux ont des problèmes, des difficultés psychologiques. Les deux doivent consulter. Quand on se spécialise en troubles stress post-traumatique, une des choses qu'on apprend dans les différentes formes de thérapie qu'on peut amener, par exemple, on travaille avec une femme ou un homme qui a vécu de la violence conjugale, c'est qu'on ne pourra pas guérir, on ne pourra pas soigner et finir par s'affranchir du trouble stress post-traumatique si la personne reste dans son contexte de trauma. Essaye de soigner quelqu'un qui est en plein milieu d'un feu. Ben non, ça va bien. Ben non, t'es dedans. Le feu est pogné dans la maison. Il faut sortir du feu. Le danger, ensuite, il est là. On pourra guérir les plaies. Tu comprends? Donc, dans cette situation-là, moi, j'ai eu plusieurs femmes et hommes qui sont venus me consulter, soit au niveau conjugal ou soit au niveau familial. La relation mère-fille, j'en ai vu beaucoup. Et qui... La mère avait les clés de la maison, elle habitait chez eux. On ne sortira pas de ça, on ne guérira pas ton enfant intérieur de toutes ces blessures-là quand le trauma il est répété. À tout moment, elle peut fouiller dans tes affaires, elle peut t'enlever ton passeport, elle peut appeler la police, elle peut te tuer. Tu sais, cette femme-là est en trauma depuis toute petite. Et tu sais, tantôt, on a parlé de 2 situations conjugales. On a dit, tu sais, la violence conjugale, ça ne s'instaure pas du jour au lendemain la plupart du temps.
sauf peut-être dans le cas de notre première publication, mais la vie, la réalité, les statistiques font que c'est long avant que ça s'instaure. Imagine quand c'est ta mère, puis depuis que tu es né, c'est ton contexte de vie, tu connais rien d'autre. C'est quand tu commences à lire ou à écouter des podcasts que là, tu fais comme, ouais, c'est pas normal, me semble, la relation qu'on a, comment ça, qu'elle cache mon passeport, puis je peux plus m'en aller, comment ça? Tu sais, fait que ça prend du temps. Donc, il va falloir sortir de cet environnement-là pour pouvoir soigner cette blessure-là. Il y aura un long processus à faire. Et dans ce cas-là, c'est difficile des fois. C'est tellement difficile de mettre un stop à une relation, de mettre des limites, et on va venir mettre des conditions. Par exemple, on n'aura plus de contact pendant quelques semaines. Je vais te faire signe si je suis prête à reprendre contact. Et pour ça, il y aura peut-être des conditions. Là, mettons, on reprend contact après 6 mois. Ma condition, ça va être qu'on aille consulter ensemble ou que tu ailles consulter et que X, Y, Z soit jamais dit ou fait. Et là, on va mettre des limites en place. Mais ça, tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Mais non, mais de reprendre ce pouvoir-là, je veux dire, c'est ça nécessite un travail. Puis c'est drôle parce que je repense à la publication. Tu sais, ultimement, la personne parle du fait que sa mère a caché son passeport et tout. Puis c'est comme si peut-être pour elle, c'est la goutte de trop. Alors que tu sais, vers la fin, elle mentionne ça de même. Banalement. Des fois, elle menace de me tuer ou d'appeler la police. Ouais. Tout le monde, en l'écoutant ou en lisant la publication, fait, voyons donc. Tu sais, c'est comme si tu dis, attends, je comprends que là, pour toi, c'est comme l'événement. Puis je peux comprendre en même temps que c'est l'événement qui l'a fait comme un peu, pas paniquer, mais que ça la shake autant parce que c'est justement, elle quitte, elle partait pour un voyage, j'imagine, ou en tout cas, c'était pas mentionné, mais dans tous les cas, elle partait, puis elle avait besoin de son passeport. Fait que là, c'est de faire, wow, moi, je veux m'en aller. Puis elle m'empêche. C'est comme si... C'est peut-être là qu'elle a fait « Wow, OK, j'ai des chaînes, mais quasiment. C'est comme si je peux pas partir. » Oui, elle a des chaînes. Les chaînes psychologiques sont bien plus fortes que les chaînes physiques. Mais c'est là que tu fais comme « OK. » Puis tu sais, les gens en commentaire veulent pas le mentionner, ça, tu sais. Puis elle a comme fait un genre de comment je dirais, un petit edit très... pas léger, mais tu sais... tout petit, là, si je peux résumer, là, en gros, elle remercie les gens pour les conseils, pour le soutien et tout. Puis là, elle mentionne qu'elle a commandé un coffre-fort pour ses documents. Elle a loué une unité d'entreposage pour 1 mois, où elle va mettre ses trucs importants. Puis c'est ça. Elle dit que dès son retour, elle va faire les démarches pour l'expulser de chez elle. Mais là, c'est ça. C'est que tu te dis, hop, là, je la laisserai pas de ça chez nous, c'est ça. Là, mais ça là, tough, évidemment, ça va être extrêmement difficile. En fait, c'est drôle parce que le passeport, ça a quand même une symbolique assez forte. Oui, puis quand... C'est toute ta liberté. Oui. C'est ton identité. Oui, puis c'est pas juste ça. Moi, je trouvais ça ironique que le passeport de sa mère était par-dessus son passeport à elle. Non, mais elle aussi, sinon elle l'aurait jamais dit. Je trouve ça fucked up. Mais je sais pas si elle l'a écrit consciemment, mais comme... Non, mais c'est ça, mais je veux dire, au moins quelque part, elle le sait. Moi, en le lisant, j'ai fait... voyons, non, c'est bien ironique. Tu sais, comme de faire... Elle a mélangé le passeport de sa fille, puis par-dessus, elle met son passeport à elle. Non, mais c'est peut-être moi là, qui vois des images. Mais on dirait que je suis comme... Tout de suite, quand c'est révélateur, là. Tu sais, de faire comme non. Ouais. C'est moi qui ai le contrôle sur ta vie. J'ai volé ton identité et ta liberté. Fait que, tu sais, quand on parle des besoins affectifs, ça a été un élément fort symbolique. En plus, on ne sait pas aussi toute l'histoire. Autrement dit, peut-être cette fille-là a une situation assez précaire financièrement. Oui, peut-être. Et que ça fait 3 ans qu'elle accumule pour son voyage. Puis là, sa mère a dit non, tu pars pas en voyage, tu me laisses pas tout seul. Tu sais, ma fille pourrait peut-être avoir du plaisir ou découvrir quelque chose, mais mes besoins à moi, c'est ça qui compte. Et ça, c'est probablement une forte symbolique juste répétitive de leur relation au complet, finalement, tu sais. Oh là là. Fait qu'il se fait en anglais, ce livre-là. C'est Drama bon of the Gifted Child. Oh là là. Eh bien, écoute, on a terminé l'épisode d'aujourd'hui, mais justement, là, on a comme pointé certains livres qui sont sur la table pour ceux qui nous écoutent en vidéo, mais en terminant, est-ce que tu veux nous parler justement des livres qui sont sur la table que tu suggères peut-être à lire? Tu sais, comme on pourrait faire une petite... une genre de conclusion de voici... Les lectures du suggestion jour. Oui, c'est ça, suggestion lecture. Oui. Ben tu sais, moi, quand j'ai fondé la plateforme, si tu savais, c'était un peu ça. Je voulais donner un pouvoir d'autonomie, d'auto-traitement, dans le fond. Puis il y a beaucoup de livres qui vont dans ce sens-là. Moi, je fais des ateliers pour ça. Tu sais, tantôt, on parlait de colère chez l'homme. J'ai fait un atelier qui s'appelle « Dompter ta colère ». Et bien sûr, évidemment, rapidement, on s'en va travailler sur le coco intérieur qui a de l'anxiété puis de la tristesse. Mais on passe d'abord par la colère parce que c'est souvent le cas. Puis les livres que j'ai sélectionnés sont un peu dans cette optique-là. J'aime que les gens aient en main le pouvoir de travailler sur eux. Donc, des fois, on n'a pas les ressources, le goût, peu
peu importe, pour aller chercher de l'aide, ben il y a des lectures, c'est ça, de l'argent, des soins disponibles, ou, bon, peu importe. Ben il y a des ressources, puis parmi ça, moi, j'adore les livres, là, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Fait que oui, il y a le drame de l'enfant doué de Alice Miller, Drama of the Gifted Child. Je crois qu'il est aussi disponible en livre audio. Donc, on va vraiment parler de cet enfant qui a appris à se mouler, à se soumettre aux demandes et aux besoins, souvent parce qu'il aura compris dans toute sa sensibilité, toute la souffrance de son parent dès sa naissance. Les bébés, les enfants, les animaux aussi, n'ont pas de langage verbal. Donc, leur intuition puis leur sens est plus fort. On ressent l'anxiété de ta mère, même si elle fait tout pour le cacher, tu ressens jusque dans tes tripes quand tu es tout petit. Fait que quand tu as un parent qui, par exemple, a des enjeux narcissiques parce qu'il a été maltraité ou négligé, tu vas le ressentir dès tout petit. Donc, elle va venir parler de comment on va se mouler comme petit enfant jusqu'à l'âge adulte pour devenir celui qui donne, mais qu'on s'oublie puis que, justement, notre identité puis notre souffrance est là. J'ai amené un livre, j'aurais pu amener 18 livres de Brené Brown parce que c'est une de mes préfs. C'est une travailleuse sociale, mais qui a fait un doctorat. Et sa spécialisation, c'est vraiment l'authenticité et la honte. Donc, comment on fait pour être soi-même, être authentique, exposer nos blessures. Donc, voilà. Fait qu'oser avec audace, c'en est un que j'aime beaucoup, mais mon préféré, c'est La grâce de l'imperfection. Je ne l'ai juste pas en livre papier, je l'ai écouté en audio. J'aime beaucoup écouter des livres en audio en faisant des petites marches. Donc, ça nous aide vraiment à nous affirmer avec audace, avec courage, tout en restant profondément authentique. Et doux envers soi-même. Puis ça m'amène à faire le pont avec l'autre, qui est un excellent livre, malheureusement pas encore en français. Un jour. Oui, un jour, on laisse les doigts. Oui. Kristen Neff, qui est psychologue, chercheuse spécialisée en vulnérabilité et en compassion. Donc, Fierce Self-Compassion, A Woman Can Harness Kindness to Speak Up, Claim Their Power and Thrive. Fait que c'est vraiment, oui, c'est à propos des femmes, mais tu sais, des fois, même chose avec, tu sais, le livre que j'ai nommé tantôt, Will I Ever Be Good Enough? Healing Daughters of Narcissistic Mothers. Pour vrai, même si tu es un homme puis tu as eu une mère narcissique, ça s'applique là. Ça s'applique, là. Puis ben, j'ai amené, bien sûr, Je réinvente ta vie parce que, dans le fond, c'est le livre d'introduction de Jung à la schémothérapie. Donc, c'est pour commencer à se tremper les orteils dans le lac, connaître un peu tes schémas de pensée, tes besoins affectifs qui ont été non répondus, quels modes, quels petits personnages sont les plus forts. Donc, c'est une prémisse, une ouverture sur la schémothérapie. Puis ben moi, c'est sûr que les gens qui ont fait mes thérapies en ligne puis mes ateliers, ben je leur recommande parce que ça va leur donner une espèce de base. Mais sinon, je l'ai toutes faites en vidéo aussi, là, ce contenu-là. Mais ah oui, puis il y en a un autre que j'ai pas pu amener parce que je le trouvais pas matin. Là, je cherchais dans mes 10 000 bibliothèques, je le trouvais pas. Mais je veux quand même en parler. Ben oui, vas-y. Donc, c'est Prendre soin de l'enfant intérieur. Et c'est un livre plus spirituel que psychologique. C'est Thich Nhat Hanh qui l'a écrit. Donc, c'est un moine bouddhiste, en fait. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Là. Il y a des visualisations pour nous aider à voir l'enfant intérieur. Et il y a un principe qui enseigne là-dedans que je trouve extraordinaire parce que beaucoup de gens vont me parler du découragement qu'ils ressentent en disant, ben, coudonc, on a tous été mal répondu dans nos besoins, on a tous été abusés, mais nos parents encore pire, puis leurs parents encore pire. Oui, il y a une transmission intergénérationnelle des traumas. Et Thich Nhat Hanh propose un aspect comme une espèce de croyance plus spirituelle ou religieuse, que quand on est en train de prendre soin de notre enfant intérieur qui a hérité, comme dans le drame de l'enfant doué, de toutes les blessures de nos parents puis des générations d'avant, on est aussi en train de prendre soin de leurs enfants intérieurs. Et on est en train d'aller vers un processus de guérison qui affecte les générations passées, mais évidemment les générations futures aussi. Wow. Fait que oui, je l'aime beaucoup, même si c'est moins scientifique, je le trouve magnifique. Moi, il m'a aidé à changer ma vie, puis le drame de l'enfant doué aussi. Ah, et merci tellement pour ces belles suggestions-là. Merci de ton temps, de ta générosité. C'était vraiment le fun. Merci de l'invitation. Ben là, tu sais, je le mentionne là, il y a un autre épisode qui va venir aussi là, à suivre dans les prochains mois avec Véro. Oui. Parce que là, gars, tant qu'à, là. Moi, je trouve ça précieux de t'avoir, puis je suis vraiment contente de ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi aussi, je trouve ça le fun. Puis je réalise que, mon Dieu, on pourrait faire là, tellement d'épisodes là, sur 1 million de sujets. Ben, faisons-en. Mais oui, oui, c'est ça, on s'en reparlera. Mais dans tous les cas, là, j'incite les gens à aller voir les ressources qu'on va partager. Oui. Je mettrai aussi, tu sais, là, on les a dit à l'audio, là, les suggestions de livres, mais je mettrai les liens aussi là, pour sur si-tu-savais.com, dans les ressources, j'ai une page livre. C'est bien malade. Le lien est là, tu peux aller directement les acheter. Tu vois, j'ai été sur il y a beaucoup d'onglets. On mettra le lien.
Oui, c'est ça. de Dr Véro, puis là, il y aura le lien de la page en tant Oui, que tel. il va y avoir beaucoup de liens partagés, mais c'est correct, ça en vaut la peine. Ben oui. Allez cliquer là où vous en ressentez le besoin. Oui. Je vais vous dire merci de votre écoute. Merci de ton écoute aussi, de tes sages conseils, de ton expertise en tant que professionnel. Veux pas, c'est précieux. Je sais qu'en tant que professionnel, quand on fait partie d'un ordre, ça peut être un petit peu, délicat, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir de problématique tant que ça. Là. Je suis rendue habile à manœuvrer. Oui, c'est ça. Les petits, on contourne bien, mais non, franchement, là, je suis certaine que les gens seront, en tout cas. Je pense que les gens qui nous écoutent sont bien contents là, d'avoir eu de ton expertise. Donc, merci. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Puis, restez à l'affût pour un prochain épisode en compagnie de Véro Docteur Psy. Merci tout le monde.